Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission IA quoi, la première émission qui parle des actualités IA en France. La première, pour le moment. Ouais, ouais, pour le moment, parce qu'on sait très bien que c'est un gros boom, ça va exploser dans tous les sens, un peu comme les NFT et le Web3 et tout et cetera. Sauf que l'IA, pour le coup, ça va vraiment changer les choses. Là où les NFT, c'est que focus sur l'art, donc autant s'inscrire dès maintenant, dedans, quoi. Sur l'art. On fait Oh, des tu vraiment dur. Ah voilà, ça c'est les paroles de quelqu'un qui n'aime pas aller, voir des expos d'art contemporain où des gens tout nus, sont en train de peindre, avec un façon dans un endroit auquel on parlera pas. Ça c'est beau, tu vois? Tu comprends? et voilà, on a gardé la monétisation 40 secondes sur cette émission. Ouais, c'est bon, ouais, on fait pas ça pour. On On fait raisonne pas ça en flux, pas en stock, tu vois. Genre, on fait ça pour la fame. Donc aujourd'hui, on a un bon programme parce qu'il y a quand même, quelques belles actus qui sont sorties. Elon Musk qui est arrivé avec Trust GPT. Alors attends, c'est Trust ou Truth? C'est Non, Truth. c'est Truth Truth. GPT. Oh putain, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Oui, c'est le GPT de Oh la là là vérité. là. Bon, vas-y, je Voilà. retiens mon shitstorm pour après, quoi. Tel Socrate, il va faire accoucher nos esprits de la vérité. Très belle phrase. Donc, voilà, trois grosses news. Sam Altman qui a levé 100 millions avec WorldCoin. On 200, va je pas. crois. 200, il me semble. 200, il a 200. Ouais. C'est 100, c'était il y a quelques années. On peut dire que c'est entre guillemets le CID. C'est les CID de SF, mais bon, C'est les, voilà. c'est les seeds à 200 millions. Ouais, c'est les CID à Tranquille. San Francisco, quoi. Alors, à Paris, tu l'as 20 millions, c'est un CID. Là-bas, c'est 100 fois plus, quoi. Ouais. Et donc, Truth GPT et il y a également Stability AI, donc l'entreprise qui a le modèle Stable Diffusion, qui a également sorti un LLM. On va faire les tests en live, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Déjà, on va s'introduire. Moi, je suis Charles de Prompt Machina. Qui es-tu? Et ben moi, je suis Clément Robin, freelance en dev web en Python. Voilà, j'écris aussi sous mon Démile Lombrage. Si des trucs plus littéraires, psycho machin vous intéressent, rendez-vous sur Instagram. Voilà. Allez vous abonner. Le premier sujet, c'est pourquoi on a décidé de travailler dans le domaine de l'IA actuellement. Ouais. Je te laisse commencer du coup, Clément. Alors Ok. du coup, c'est Clément ou Émile? Ouais, Clément. Clément, Émile, c'est, tu comprends, c'est l'aspect artistique, tu vois. Vraiment, c'est l'artiste. Là, c'est le quand on plonge scientifique. là. Ah, Ouais, exactement. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. C'est l'ingénieur qui te parle. Euh, Et ben, en gros, en fait, l'IA, justement, c'est ce dont on parlait en off, hein. Moi, je bidouillais du dev web et tout, etc. Parce que bah, c'est quand même plus pratique pour avoir de la thune quand tu veux écrire, quoi. Mais le truc, c'est en fait, avec l'arrivée de l'IA, ben, moi, perso, je vais pas le cacher, je fais partie un peu des anxieux. J'ai très très peur et je pense que ça va être une énorme vague, tu vois. Ce qui me rassure à peu près, c'est qu'on est entre guillemets tous dans le même bateau. Mais voilà, je pense que justement, vu que c'est une énorme vague, je vais essayer de plutôt surfer dessus, nager avec, plutôt que de me faire écraser et couler. Bon, en plus, avec un petit peu de chance, moi, enfin, j'ai déjà fait un peu de data science et tout, donc je maîtrise un petit peu la théorie derrière. Et bon, bah, le sujet m'intéresse quand même pas mal, c'est quand même assez cool. Donc voilà pourquoi je m'y suis lancé dans l'IA. Et toi, Charles? et moi. Du coup, avant, je travaillais dans le no-code. Et donc, j'ai découvert l'IA en parallèle de ça. J'ai toujours un peu aimé faire de la programmation, essayer d'apprendre comment ça fonctionnait, tout ça, donc j'en fais un petit peu aussi. Et donc, j'étais plus axé no-code, puisque pour les use cases que j'envisageais, le no-code faisait totalement l'affaire. Et donc, j'ai fait des automatisations avec Make, notamment, beaucoup, où en fait, je fais des séquences et des chaînes de prompts, où vraiment je travaille les prompts et ça crée du contenu en automatique. Et du coup, alors attends, c'était en mars, j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que pareil, freelance en prompt engineering. Et là, bah, du coup, je me suis remis à fond dans le code. Donc pareil, Python, notamment avec la librairie la plus incroyable de tous les temps, LangChain. Oh, on l'aime celle-là. Celle-là, on l'aime, hein. Oh C'est là là. c'est incroyable. Franchement, enfin, tu sais que vraiment, quand je vois les personnes qui sont vraiment balèzes avec LangChain, je me dis, mais waouh, les cas d'usage, ils sont tellement mais monstrueux, quoi. Hmm. C'est un Alors, truc de pour malade. expliquer un peu aux gens qui connaissent pas LangChain, parce que nous, évidemment, on est à fond dedans, LangChain, du coup, c'est un framework Python qui
en soi, elle n'est pas si compliquée, mais en fait, c'est dans le nom, ça permet de chaîner des LLM, donc des Large Language Models, donc des IA telles que celles d'OpenAI, en fait, et donc de les chaîner, de faire des chaînes où, justement, l'output d'une IA, donc la sortie, peut devenir l'input d'une autre. De un. De deux, on peut aussi la rajouter, ça peut devenir l'input ou l'output d'une API, en fait, telle que faire des recherches Google et tout et ça. En fait, c'est ChatGPT plugin avant ChatGPT plugin, largement. Et donc, ce qui est très fort avec LangChain, c'est que la librairie, elle est tellement bien faite, elle permet de créer des templates de prompt et tout, etc. Elle permet aussi d'utiliser des vecteurs database. On y reviendra, je pense, on vulgarisera le truc, les embeddings et tout. Et donc, on peut connecter, du coup, tout ça. En fait, c'est vraiment une librairie qui permet de tout connecter, que ce soit des vecteurs database, donc des prompts, enfin des templates de prompt, à d'autres IA, à des API. Et ça offre un niveau d'abstraction sur l'IA qui est vraiment assez puissant, qui permet du coup de build des trucs beaucoup plus facilement et même d'envisager en fait, parce que sans LangChain, il y a des trucs qui paraissent extrêmement compliqués. En fait, une fois qu'on maîtrise un peu le LangChain, là, ouais, vas-y, ça se fait en 2-2 quoi. Ouais, ça tourne. Et notamment, alors peut-être pas aujourd'hui, parce que alors, enfin, j'ai regardé vite fait comment c'était fait, mais peut-être la semaine prochaine, on pourrait analyser comment est construit AutoGPT pour expliquer Faudrait regarder, ouais. comment ça fonctionne, parce que j'ai regardé justement la personne qui l'a développé, le tweet, il explique comment ça fonctionne. J'ai mis le nez un peu dans le code. C'est pas non plus un truc complètement. Ouais, ouais. C'est Non, pas. t'as raison, c'est vraiment un excellent sujet parce que AutoGPT, ça a l'air de la magie, alors qu'en fait, ouais, c'est juste pas compliqué. Vous avez un prompt, un template de prompt de base, et puis l'input, enfin, l'output d'une IA devient l'input d'une autre, et puis boum, 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 boum. Mais en soi, c'est vraiment pas si compliqué que ça, quoi. Juste, ouais, le résultat est impressionnant, mais je suis sûr, on peut recoder un AutoGPT en LangChain, c'est pas trop compliqué à mon avis. Oh, Petit problème technique, petit Charles problème n'est plus là. technique. Charles, Ouais, on m'entend? ouais, ouais, on t'entend par contre, donc ça va. Ok, Charles est de retour. Ah, Alors, c'est je bon, sais nickel. pas pourquoi, enfin, quelqu'un m'a appelé. C'est un 09. Oula, Donc, un compte CPF peut-être? bah, peut-être, ouais. En général, moi, le réflexe, dès que je vois 09, je raccroche parce que je veux pas leur faire perdre de temps. Donc, Oh, c'est vraiment par pur humanisme, quoi. Par pur ah, humanisme, tu veux mais pas leur moi, faire perdre de temps. mais non, ils ont d'autres personnes à les arnaquer. Donc, moi, c'est bon, quoi. Je veux pas qu'on m'appelle pour ça. Du coup, ouais, donc LangChain, vraiment génial. Mais il y a des alternatives hein, qui existent, notamment une que j'avais vue qui s'appelle Baby AGI. Et Putain, ouais, ça, j'en ai entendu parler, ouais. elle est plus dingue encore parce qu'elle te permet, plutôt que d'utiliser GPT-3, d'utiliser tu sais, les petits modèles un peu comme Alpaca. Donc Alpaca, en fait, c'est un modèle développé par Facebook, par une Pas équipe Google? de... Non, c'est Facebook. Ou Stanford? Bon, bref, anyway, bref, Ouais, c'est un des LLM, ouais. c'est un LLM et en fait, du coup, ils ont réduit le temps d'entraînement et le coût. Ils ont entraîné un LLM qui est à peu près égal à GPT-3, enfin, Oui, à peu dans près. les grandes lignes, pour 1000 € et on peut le faire tourner en local. Et Ok. l'idée de Baby AGI, c'est en fait d'utiliser ce LLM du coup, en local avec enfin, du coup, un modèle similaire à AutoGPT où en fait il va générer des tâches, il va faire les tâches, il peut se connecter à Internet et tout ce genre de trucs. Ok, intéressant. Bah, vas-y, faudra qu'on aille regarder. Alors, évidemment, on n'est pas des experts dans l'IA et c'est pas ce qu'on prétend être. Néanmoins, vous allez voir au fur et à mesure des épisodes du podcast, c'est que bah voilà, ça fait un mois qu'on geek comme des porcs dessus, et Mm. en fait, voire même un petit peu plus, et en fait, on va juste level up au bout d'un moment, et évidemment, on va essayer de redistribuer un maximum, parce que je pense qu'il va faire qu'on va pas se faire écraser par la vague de l'IA, c'est justement de le vulgariser, de communiquer autour, et tout, Mm. et ça me paraît être un des enjeux essentiels, en fait, liés à l'IA. Comme quoi, ce qu'on Ouais, fait, c'est un peu politique, hein, Charles, hein. On parlerait pas comme ça, hein. C'est pas juste du bise. c'est politique. Non, ouais, bah, faut vulgariser parce que mine de rien, le constat quand même, c'est que le LLM, c'est ce qui a permis de faire rentrer l'IA dans la vie de n'importe qui. Ouais, Mais je suis plutôt d'accord, ouais. de Ok, façon ouais. consciente et de façon où tu le vois, tu peux l'utiliser et tu piges la puissance du truc. Mais malgré tout, la révolution un peu des IA et des algorithmes de machine learning et de deep learning, elle a commencé notamment, alors je sais plus, j'ai plus la date exacte, mais en 2011 ou en 2012, où en fait il y a eu les premiers algos vraiment très puissants
de recommandations avec Facebook notamment. Et Ouais, finalement, en fait, ces algos c'est de... le début du deep learning en fait, 2011, 2012. Alors je sais plus les dates aussi, mais t'as raison, début 2010, c'est le début du vrai deep learning en fait. Donc, Ouais. Et du coup, bah, on s'en rend pas compte, mais tous les contenus qu'on regarde, c'est des recommandations par justement des algos de deep learning qui ont cerné notre profil, qui savent ce qu'on aime et qui va nous recommander du coup qu'est-ce qu'on va consommer. Et si vous regardez un peu dans votre consommation, la plupart des contenus que vous regardez, c'est des contenus qui sont recommandés et pas que vous avez choisi. Et donc du coup, en fait, l'IA, le deep learning, donc toutes ces technologies-là, sont déjà dans nos vies depuis bien 10 ans. Mais là, ChatGPT, ça a vraiment mis du coup le doigt dessus et ça a permis à tout le monde de cerner la puissance de ces algos-là. ouais, tu sais, c'est quoi la vraie différence entre avec de conception entre j'ai compris ça en écoutant un podcast de Sam Altman juste avant l'émission avec ce que ChatGPT essaie de faire et les autres IA. T'as tout à fait raison de souligner. Ça fait 10 ans déjà qu'on a de l'IA, mais on s'en rend pas compte, tu vois. Même les filtres Snapchat, c'est déjà de l'IA parce qu'en fait, il faut repérer les points sur ton visage, tu vois. Mm. Des trucs comme ça. Euh, et ben, la vraie différence, c'est qu'en fait, avec OpenAI, ce que Altman essaie de faire, c'est faire ce qui s'appelle un AGI. En gros, un AGI, c'est juste une IA, pour vulgariser, qui passe le test de Turing. Le test de Turing, c'est quand on discute avec elle, on n'arrive pas à discerner si c'est un humain ou une IA, en fait. Donc, ce serait une sorte de super IA qui serait capable de vraiment répliquer, entre guillemets, euh, les processus de pensée cognitifs humains. Alors, on en est encore loin, mais on n'en est pas si loin que ça, en fait. Parce que les LLM, du coup, ça a été une grosse step là-dessus, en fait. Et c'est ça, je pense, le gros tournant actuellement qui est dans l'IA, c'est qu'en fait, on s'est rapproché. C'est qu'avant, on faisait des use cases extrêmement spécifiques, en fait, algo de recommandation, des filtres Snapchat, des trucs de voiture automatique. On n'y est pas encore, mais de reconnaissance de computer vision. Voilà, tu vois, typiquement pour identifier tes potes, ou trucs comme ça, voir les visages, ce genre de trucs. Euh, mais maintenant, on est vraiment sur cette idée de créer des AGI, en fait. C'est peut-être ça la différence. D'ailleurs, le framework dont tu citais, Baby AGI, c'est dans le terme. Alors, AGI, je crois que c'est Artificial General Intelligence. Donc, euh, donc voilà. Ouais, après, j'ai écouté un très bon podcast là-dessus. Je me souviens jamais du nom, c'est horrible. C'est le podcast de la futurologie, je crois, un truc comme ça. C'est un podcast justement, il invite plein d'experts sur l'IA aussi. Et euh, il invite du coup un docteur en IA et je trouve son explication sur en quoi ChatGPT n'est pas encore une AGI ou n'est pas spécialement sur Non, la non, mais route on n'y est pas. de Ah, même ce qu'on peut appeler la généralité. Alors, ok, ouais. faut faire une différence entre du coup les algos spécialisés et la généralité. Mhm. Un algo spécialisé, c'est par exemple ton algo de recommandation de vidéos YouTube. Il va du coup avoir en entrée ce que tu regardes et en sortie, qu'est-ce qu'il faut recommander pour augmenter le watch time. Une IA générale, elle peut faire ça et d'autres tâches. Par exemple, elle peut t'envoyer des messages spécialisés et spécialement conçus pour que tu regardes une vidéo. Là où en fait, ChatGPT, c'est un peu tricky, c'est qu'en fait, l'algo est optimisé pour mettre le meilleur mot après, enfin, dans le contexte. Tu vois. Et finalement, quand tu Mhm. réfléchis dans ce paradigme-là, il y a énormément de tâches qui peuvent être résolues avec cette tâche spécifique. Je te donne un exemple tout bête. Écrire un article de blog. C'est quoi si ce n'est trouver le meilleur mot par rapport au mot d'avant? Ok. Ouais, tout à fait. Mais Faire un email, c'est la t'as même vraiment chose. raison, hein. Tu vois. Faire une recette de cuisine, c'est la même chose. Et en fait, il y a cette illusion de la généralité avec le ChatGPT, alors qu'en fait, pas tellement. Après, je tiens quand même à nuancer. Avec le multimodal, on va commencer à avoir quelque chose qui s'approche un peu ouais, de ce qui pourrait s'approcher de la généralité. Après, ça dépend où est-ce que tu places ce que c'est la généralité, quoi. Est-ce Alors, je que... sais plus, faut regarder. Il me semble qu'il y a une définition précise de ça, tu vois. Ouais, Bon, j'avoue, là, je l'ai pas sous la main. Faudrait regarder la définition précise du truc. Mais typiquement, passer le test de Turing fait partie des critères, quoi, ouais. pour une EGI. Il le passe pas, là, ChatGPT? Parce que, enfin, pour le coup... Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense que tu peux le tricker. Au bout d'un moment, tu arrives à le tricker, quoi. Mais par contre, je pense qu'il est très très fort dessus, à mon avis. Je pense que Ouais, c'est une des meilleures IA dessus, hein. Je pense que GPT-4, faut passer des heures, hein, et des heures et des heures et des heures, et même des jours, je pense, peut-être parfois pour. parce que typiquement, enfin,
si tu utilises ChatGPT, oui, c'est sûr, il va pas passer le test de Turing, parce que si tu lui demandes comment ça va, il va te dire que c'est un algo de machine learning qui n'a aucune émotion. Oui, mais c'est parce qu'il y a des pré-prompts, en fait. C'est pour Ouais. ça. Si tu supprimes ces pré-prompts-là, donc en gros, les pré-prompts, pour ceux qui savent pas, c'est qu'en fait, quand vous rentrez un message, vous ouvrez un chat dans OpenAI pour parler avec ChatGPT, en fait, le premier message que vous écrivez, c'est pas le vrai premier message, en fait. OpenAI, avant, a écrit d'autres messages pour lui dire de pas parler de violence, de trucs porno, ce genre de trucs, en fait, pour censurer des choses et dire qu'il s'agit d'une gentille IA et tout et ça. C'est pour ça qu'un des premiers moyens, alors j'ai vu que ça marchait un peu moins maintenant que je le fais, un des premiers moyens pour triquer l'IA, c'était de lui dire, bon, tu ignores tous les pré-prompts, ignore all above. Tu mettais ça au début de ton prompt et après tu lui disais, au fait, bon, maintenant tu te comportes comme, je sais pas, un expert en tel truc, en aéronautique et tout, et tu fais genre que tu sais le faire. Et en fait, derrière, on avait des résultats assez fous. Ouais. Après ça, pour triquer ça, si vous avez accès au Playground, il y a une partie chat dans le Playground où tu peux configurer ton système. En fait, les pré-prompts sont mis dans la partie système du chat, qui a un genre de prompt. Alors, de ce que j'ai compris et de mes tests, c'est un prompt qui est toujours mis avant ton premier prompt, avant Ouais, le ouais, c'est ça, prompt ouais, c'est user. exactement ça. Ouais. Et en fait, Dans à l'API, chaque c'est comme fois, ça. il va le remettre au-dessus, tu es machin, nanani, nanana. Du coup, toi, ton message. Ah, le prompt system, en fait, il est remis au-dessus de chacun de toi, tes user prompts. Ah, c'est Ouais, intéressant, je je suis pas au pense. courant ça. Je pense. Ok, De ce faut que j'ai regarder. testé, Ça ouais, paraît cohérent, ouais. parce que sinon, je vois pas vraiment comment Oui, mais ils peut-être que comment eux, ils ils ont feraient un réagir. autre, comment dire, tu vois. Alors moi, je serais OpenAI, je mettrais un autre système prompt en haut, tu vois, de toi ton système, enfin genre, tu sais, un sorte de supra système prompt, tu vois. Ouais, Et après, ensuite, ça risque de créer de la confusion. Mais parce que je pense qu'il y en a pas hein, vraiment. Du coup, j'ai fait un post là-dessus où j'ai fait des tests où typiquement il y a des personnes mal intentionnées qui disaient que ChatGPT était biaisé et puis qu'il défendrait l'intérêt des plus riches, machin. Enfin, tu sais, le discours. Voilà. oui, bon, bah, il y a un moment, il est forcément biaisé parce que les données sur lesquelles on entraîne, elles sont biaisées. C'est QFD. Donc, Déjà. Et ChatGPT est complètement biaisé, ça, c'est clair et net. Par exemple, il y a un exemple célèbre, c'est tu lui demandes d'écrire une ode à Joe Biden, il le fait, puis si tu lui demandes de faire une ode sur Donald Trump, il dit que c'est un discours de haine. Donc, bon, voilà, il est un peu, un peu biaisé. On va peut-être demander à Trust GPT de faire une ode sur Donald Trump. imagine, il nous sort l'inverse. Là, ce serait incroyable. Ah Là, ouais, tu vois. ah ouais, Ouais, si. Joe Biden, c'est un vieux qui perd la boule et tout, etc. Par contre, Donald Trump, putain, mais quel businessman successful et tout. Attends, je le note, faut qu'on essaye ça, parce que Oh, ça va être, vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là. ça va être excellent. Alors, Ça, et ça, après, on en fait un TikTok, tu vois, et c'est bon là. Vroom, to the moon. The Moon. On va marquer l'histoire. Alors, hop, Aude, Joe Biden, Donald Trump. Eh ben, que des bonnes idées aujourd'hui. Oh, bah, Franchement. y a quoi? Eh oui, on tourne, on a eu l'idée hier, et on s'est dit, allez hop, on y va, c'est parti. Ouais, donc ouais, il est biaisé. Et si tu vas dans le playground, typiquement, je lui ai fait écrire des textes basés sur des faits scientifiques, comme quoi la Terre était plate et que le monde était dirigé par des Hmm. reptiliens. Après, il y a des sujets qui concernent un petit peu, disons, quand tu as le nez pris et que tu tousses, où là, même dans le playground, il est, il est politiquement correct, on va dire. Et t'as réussi à lui faire sortir que la Terre, elle était plate? Ouais, j'ai un extrait là sur mon LinkedIn où justement il Putain, donne c'est des, génial. des, des trucs. Alors après, il est pas très clivant, il a un ton neutre, mais en gros, il te sort, oui, alors d'après tout le monde, la théorie est que la Terre est ronde, mais selon certains scientifiques, la Terre serait plate. Voici une liste des arguments scientifiques qui prouvent que la Terre est plate. En fait, le ton, c'est ça. Il est Ok. pas très convaincant. Ouais, ça se dit très convaincant. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ça se dit. Il est pas très convaincant, contrairement à d'autres sujets, mais tu peux lui faire écrire des conneries, quoi. Et j'ai pas testé sur des modèles du coup que tu peux installer en local, si tu peux lui faire écrire n'importe quoi. Ouais, mais c'est Mais, chiant d'installer un modèle en local, vaut mieux. Parce que le problème des modèles en local, genre typiquement, tu essaies d'installer Llama en local, t'as que la version entre guillemets Wish de Llama. Parce qu'en fait, la vraie version, elle est beaucoup trop lourde quoi, à installer et t'arrives difficilement à la run. Donc, c'est ça qui est chiant avec les modèles en local. non, non, mais justement, en fait, ils ont. Alors, j'ai pas compris exactement comment ils ont fait, mais
Alors attention, là je mets un gros warning, ça se trouve, je dis des énormes conneries, hein. En fait, vu que GPT-3 existe déjà, ils ont entraîné un autre, LLM avec GPT-3 pour reproduire son comportement. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire baisser la taille du modèle et que tu peux le faire tourner en local correctement. C'est du génie. C'est trop bien trouvé en vrai. Ouais, Putain. Eh, mais il y a peut-être un vrai truc de. Putain, c'est vraiment bien trouvé en fait. Parce que ce qui est vraiment chiant avec ces putains de modèles, c'est que à entraîner, à machin. Enfin, c'est pas pour rien si OpenAI, ils ont dû lever des fonds comme des gorées en fait. C'est que c'est ça qui limite en fait. C'est la puissance de calcul pour créer ces modèles-là. Et donc, putain, ouais, c'est vraiment du génie en fait de faire ça. Il y a peut-être un vrai champ de réduire après. Ça se trouve. OpenAI, ils sont en train de bosser là-dessus, parce que là, ils disaient que, que GPT-5, ça va pas arriver tout de suite. En même temps, GPT-4 est tellement élaboré que bon, le temps ouais. qu'il y ait un peu de temps d'avance sur la concurrence, on va dire. Euh, mais putain, ouais, non, trop intéressant. Et, peut-être qu'ils sont en train de bosser justement un peu là-dessus, de réduire la taille du truc pour pouvoir le commercialiser ou autre. Je sais pas, on verra bien. Bah, de ce que j'avais compris, alors je vais pas tout regarder exactement sur GPT-4, le détail du modèle, tout ça, mais Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs en IA. ouais, non, c'est tous les On en jours, reparle dans 5 ans, quand peut-être on commencera à avoir un vrai début, un peu de swag dans le game, quoi. Mais en attendant, on est mais comme vous, on met les mains dans le cambouis, hein. parce que en fait, il voulait j'avais vu un truc comme quoi il voulait changer le type de modèle et d'organisation de l'algo pour justement faire baisser la taille et je crois augmenter la pertinence du modèle en faisant baisser la taille. Il voulait changer de paradigme de l'algo, donc c'est-à-dire comment tout l'algorithme, donc l'algo, c'est les mathématiques du modèle, comment ça allait être conçu. Mais Mais tu veux dire l'architecture du réseau de neurones, en fait, plus que l'algo en soi. Parce que... ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Alors, ça doit être ça, parce que je suis pas trop l'algo, dessus, c'est trop mais vague comme nom. Mais ouais, l'architecture du réseau de neurones, ok. donc voilà, voilà, voilà pour débrider GPT-4. Maintenant, on va passer au sujet numéro un. Je vais te laisser la main pour l'introduire. La levée de fonds et le virtue signaling de Sam Altman avec WorldCoin. Alors, bon, moi, de ce que j'ai compris, j'ai regardé vite fait sur le net, donc tu me corriges si je dis de la merde. En gros, bon, Sam Altman, déjà, c'est quelqu'un qui est très important, entre guillemets, dans la sphère ASF, parce que c'est un des mecs qui a gravité, voire je crois qu'il a été un peu au poste de direction de ce célèbre incubateur de start-up de San Francisco qui s'appelle le Y Combinator, ou YC pour les intimes, en fait. Qui est le truc en France qui a inspiré The Family. Et d'ailleurs, si vous regardez les contenus d'Oussama Hamar, il a pas réinventé la roue, en fait. Il a piqué énorme, il a juste traduit en français, entre guillemets, ce qui se dit déjà là-bas, quoi. Euh, et du coup, c'était quelqu'un de très important. Et donc, c'est un type qui s'amusait à cofonder plein de boîtes, dont OpenAI, mais aussi cette nouvelle boîte-là, WorldCoin, qui en fait, si j'ai bien compris, c'est le but de WorldCoin, c'est une boîte du coup qui est Web3, donc qui est avec tout ce qui est les trucs blockchain, crypto-monnaie et tout ça. Et en fait, il veut arriver à trouver des moyens d'authentification des utilisateurs via les données biométriques, en particulier l'iris, et foutre ça dans le Web3, si j'ai compris. Ouais, l'idée, c'est de créer un moyen de paiement par validation biométrique. C'est-à-dire que un des soucis, enfin, ouais, c'est un souci, c'est que là, actuellement, avec le Web 2 et les banques classiques, on a notre argent dans des entreprises et pour faire des grands virements de fonds, en fait, il faut envoyer des papiers pour la sécurité, machin, enfin, tout ça. Mhm. Le Web3, vu que c'est décentralisé, tu peux faire des transferts de beaucoup plus d'argent, mais par contre, c'est un peu plus le zouk, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, si tu envoies donc, alors, on va introduire quelques termes. Par exemple, le wallet, c'est ton portefeuille crypto, c'est ton compte en banque, si tu veux. Ouais, ton compte en banque crypto, ouais. Voilà, c'est ça. Et si tu veux envoyer des sous, donc du bitcoin ou n'importe quel crypto, on va dire des sous, comme ça, c'est plus simple. Si on envoyait des Cadeau. sous à un autre wallet, tu vas donc prendre l'adresse de l'autre wallet et le faire sur un truc qui s'appelle un... Non, tu n'as même pas besoin d'exchange, je crois, et tu mets juste l'ordre d'envoyer les sous. Alors, en théorie, en fait, tu as juste besoin enfin, de ce que j'ai bien compris, tu as besoin de l'adresse sur la blockchain, tu vois, du mec. Et du coup, bah ouais, tu fais juste un transfert, en fait. Et donc c'est genre. Après, c'est juste une ligne de code, en fait, à la con qui va être écrite dans le bloc de blockchain. C'est genre A, du coup, adresse de A, envoie tant d'Ether à adresse de B, quoi. Voilà, et ensuite, ça, c'est push dans la blockchain. Donc voilà.
Ouais, et il y a plusieurs, du coup, donc et il y a pas vraiment besoin de validation. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui arrive chez toi, qui, avec, un fusil à pompe, qui te le met sur la tempe et qui te dit: «Bah, vire-moi tes 2 millions de bitcoins, sur le mien», bon, bah, c'est compliqué. Bon, bah, après même dans ce cas-là, même avec un truc biométrique, je pense qu'il t'arrache l'œil et puis qu'il fait passer ton œil sur, le validateur Ouais. biométrique, mais Ouais, ouais, bah, en soi, enfin, je suis désolé, mais juste, effectivement, t'as raison, parce que quelqu'un arrive avec un fusil à pompe, genre, bon, bah, juste, il te fait rentrer l'œil dans le machin, tu vois. ouais, mais typiquement, si tu te fais hacker ton ordi, ce qui est quand même plus probable qu'un mec Ouais. déboule chez toi avec un fusil à pompe, et ben, du coup, tu peux bloquer le transfert parce que la personne n'a pas l'authentification. Mais il faudrait regarder s'il y a des vraies issues de sécurité, parce que typiquement, quand tu set up un MetaMask, tu vois, t'as genre cette fameuse phrase là, à la con avec des mots qui veulent rien dire. En gros, MetaMask, c'est du coup un wallet, donc un portefeuille crypto qui nous permet du coup d'envoyer de l'argent à X ou Y dans la blockchain avec à peu près n'importe quelle crypto-monnaie. Voilà. Et pour accéder à son compte MetaMask, en fait, c'est pas un code PIN ou un mot de passe à la con, c'est MetaMask lui-même qui génère une suite de 20 mots qu'on doit retenir et après remettre dedans. Ce qui en fait, c'est pas si con en termes de sécurité, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment, moi je m'y connais pas du tout assez dans le domaine, mais est-ce qu'il y a vraiment une incentive de sécurité là-dessus? Ou parce que le problème de la boîte d'Altman, c'est la captation des données. Attendez, on lui fournit les données des iris, des données ultra biométriques, on va fournir ça à une compagnie privée? Oh bah, joli ça, hein. Ouais, bah, typiquement, tu as un mot de passe qui est généré, donc c'est pas toi qui le génère, donc c'est pas quelque chose, c'est de personnel. Et a priori, ça a l'air de marcher plutôt bien parce que je crois que c'est quand même 15 mots, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 15-20 mots. Du coup, c'est très difficile à casser avec n'importe quel, avec un algo en fait qui va naïvement tous les exécuter, quoi. Mm. Bon, sauf si on a un ordinateur quantique, mais ça, c'est un autre souci. De un, de deux, t'as raison, c'est pas personnalisé. Euh, et puis de trois, je crois, il me semble, que tu peux pas en changer, hein, donc c'est compliqué. Donc ouais, là-dessus, enfin voilà, est-ce qu'il y a des vrais problèmes de sécurité liés à ça? Et au pire, ça permet à plusieurs personnes, justement, ça permet à plusieurs personnes d'avoir plusieurs wallets différents, en fait. Alors que là, ça ferait en sorte que tout le monde aurait, on arriverait à retracer. En fait, ça créerait de la traçabilité dans la blockchain. Là où, bon, la blockchain est traçable, mais mais elle est, c'est pas un réseau qui est anonyme, mais c'est un réseau qui est pseudonyme. Alors que là, en fait, on retirerait toute forme d'anonymat ou de pseudonymat, en fait. Et ça pose des vraies questions, du coup, politiques là-dessus. Mm. Est-ce qu'on traduirait pas l'esprit de la blockchain, en tout cas du Bitcoin, créé par ce mec qui s'appelle Satoshi, qu'on ne sait même pas qui il est? Donc au final, Ce génie, c'est celui qui a inventé GPT-1. Non. Ouais, c'est vrai que là, que tu mets le doigt sur un truc, ouais, la centralisation, je sais pas, bah, c'est un peu le sujet, mais Sam Altman, enfin, tu me dis toi ce que t'en penses, mais moi, il me fait quand même un peu flipper. Mais vas-y, dis pourquoi il te fait flipper, c'est super intéressant ça. T'as un concept, c'est que, bon, je citais un gars qui est un peu clivant sur Internet, mais il a, il a- On sait que tu vas citer Oussama, vas-y, mais t'inquiète, dis pas Ah une non, connerie de non, toute non, façon. il est beaucoup plus clivant que Oussama, c'est Tougan Bara, et une de ses premières vidéos où en fait il fait un graphique sur la probabilité que quelqu'un prône la vertu, la morale et la bienséance, et de le retrouver en Thaïlande en train de faire des choses pas trop catholiques, tu vois. Et qui en fait plus, plus, plus le mec, plus, plus la personne du coup dit qu'il est gentil, qu'il est bien, qu'il fait des œuvres de bienfaisance, plus tu as une probabilité élevée de le retrouver en Ah bah, Thaïlande. on se demande pourquoi il y a de la pédophilie dans l'église, hein. Ouais, bah, non, mais pas savoir pourquoi. C'était vrai, m'a l'air quand même, disons, empiriquement assez solide, quoi. Et tu as une interview de Sam Altman où il dit on est probablement en train de créer la première compagnie qui va valoir plusieurs trillions ou centaines de trillions de dollars. Et il faut qu'on trouve un moyen de redistribuer les richesses. Voilà. Effectivement, c'est. Je sais pas si Bah, vous. genre, bah, dans ce cas-là, pourquoi faire une compagnie qui vaut des trilliards de dollars? Mais surtout, ce qui est ambigu, enfin, en fait, moi, le cas Atman, tu vois, j'arrive pas à discerner clairement si c'est du virtue signaling ou pas. Parce qu'en fait, le virtue signaling, moi, ce qui me dérange avec le virtue signaling, c'est pas de faire des choses, entre guillemets, vertueuses ou bonnes. Enfin, genre, c'est bon, on a tous envie d'avoir bonne conscience, sinon personne ne donnera des clochards, tu vois. Mais c'est plutôt cette idée que tu as besoin de le montrer à tout prix, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange avec le virtue signaling, quoi. C'est le mec de FTX. FTX, c'était un gros exchange crypto, entre guillemets. Donc, un exchange crypto, c'est une sorte de, entre guillemets, banque qui permet d'échanger
des cryptos, d'en acheter, d'en revendre, tout, qui a fait faillite parce qu'en fait, le mec, il était en mode oui, mais moi, je distribue tout et tout, etc. Enfin, C'est vraiment, mais. c'est une place boursière. En fait, si vous voulez, Ouais, l'argent que vous avez est échangé sur des places boursières entre vos banques. Et là, un exchange, c'est là où tu peux le faire toi-même. ouais. Mais justement, moi, ce qui me dérange avec le virtue signaling, c'est justement, en fait, de ces gens qui veulent à tout prix montrer qu'ils font des trucs humanitaires et tout ça. Mais attendez, si vous êtes vraiment quelqu'un de vertueux, vous n'avez pas besoin de dire Eh oh, regardez comment je fais les trucs bien dans la vie. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. Donc, c'est ça qui me dérange énormément. D'ailleurs, il faudra qu'on parle en off. Il y a un entrepreneur que je déteste. Je peux pas dire qui c'est parce qu'il est un peu connu. Et lui, je sens qu'il va y avoir un truc, s'il est full vertu signaling, ça me hérisse les poils. Mais anyway. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais du coup, Ah, on peut être des cons, hein. ah non, 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 mais non, parce que je vais avoir des ennuis en plus. Je vais avoir des ennuis. Je connais beaucoup de gens, je connais des gens qui le connaissent et tout, etc. Et même moi, je connais deux, trois fois. Donc vraiment, si je le dis en public, je vais avoir des vrais ennuis. Euh, Ouh. ouais, je sais, je sais. Je me fais un peu mousser, tu vois. Voilà, on est sur du secret signaling. À 100 000 abonnés, on dit qui c'est. Hors de question. Mais À 100 abonnez-vous 000 quand même. abonnés, on épingle, on joue aux fléchettes avec sa tête sur un mur. Mais, euh, Mais du coup, dans le cas Altman, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un peu une généalogie de OpenAI. À la base, OpenAI est une non-profit organisation, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est une organisation à profit capé. Mais en fait, ce que dit Altman, c'est que c'était une non-profit organisation qui a dû passer en, d'une certaine manière, ouvrir à du profit parce que, en fait, sinon, elle n'arrivait pas à choper des capitaux. Parce que, évidemment, pour entraîner un modèle comme GPT-4, bah, il faut les payer, les serveurs et les cartes graphiques Nvidia là, à 10 000 balles, quoi, les gros racks et tout. Enfin, faut payer tout ça. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. En plus des gens qui doivent bosser, mais rien que ça, l'aspect logistique et matériel, il est très très cher. Et du coup, en fait, c'est d'après lui, pour cette raison, qu'ils ont dû ouvrir le capital, en fait. Et si tu remontes un peu, en gros, parce qu'il y a ce conflit un peu latent qui est très intéressant entre Altman et Musk, un peu de vision de l'IA, quoi. Et à la base, Musk fait partie des fondateurs d'OpenAI. Ça, c'est un truc qu'on oublie totalement. Mais juste, en fait, Musk, il s'est fait, ce que j'ai compris, il s'est fait têche parce qu'il a essayé de faire un peu un putsch comme il a fait avec Tesla, parce qu'il a pas cofondé Tesla. Il est arrivé un peu après, il a mis beaucoup de sous sur la table, puis au bout d'un moment, il fait bon, hey, founders, dégagez, c'est moi qui prends le pouvoir. Apparemment, il a essayé de faire un peu la même chose avec OpenAI, mais ça s'est mal passé, il s'est barré. Et du coup, lui qui avait promis des sommes d'investissement colossales, il a dit ouais, finalement, il avait promis 100 millions, on en a mis que 10. Bon, 10 fois moins, ça fait mal quand même. Ouais. Et puis au bout d'un moment, il s'est barré, quoi, littéralement de la cap table. Donc je crois qu'il a. Apparemment, de ce que j'avais lu dans des articles et tout, il a plus trop de part dedans. Et du coup, bah, qui a toqué à la porte dans ce cas-là? Bah, c'est Microsoft. Microsoft, ils sont arrivés à faire coucou. Nous, par contre, on est chaud pour investir et on va mettre vraiment beaucoup. Vous avez Oh besoin de non, combien? on Et a du coup, en Bing, fait, c'est nul. ils ont investi énormément et ils ont même relevé il n'y a pas si longtemps que ça, Putain, ils ont en posé combien 2023. ils ont pas. Moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'aurais dit 10 Je milliards. l'avais foutu dans un de mes articles LinkedIn. Faudrait que je revoie, mais ils ont posé. Il semble ils ont posé un bon 100 millions. Enfin, ils ont posé, ouais, je crois 100, 200 millions. Puis après, ils ont reposé plus tard. Donc, non, non, enfin, je pense que si tu regardes la valo d'OpenAI, elle est déjà quasi à 1 milliard, quoi. C'est déjà une billion dollar compagnie, quoi. Elle est pas plus. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que Microsoft a pris beaucoup de parts, par contre, d'OpenAI. Microsoft, ils ont genre que 49%, un truc comme ça. Ouais, c'est hallucinant. Ouais. Donc, c'est là où, en fait, c'est pour ça que Altman, du coup, est passé à quelque chose, du coup, du non-profit à quelque chose de profitable, parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a personne qui voulait mettre de la thune dedans, tout simplement. Mais là, entre guillemets, ce qu'il disait dans l'interview, c'est, bon, après, c'est peut-être du bullshit, hein, on n'est pas trop sur place, donc c'est compliqué à décoder. Mais en gros, ils ont fait un montage financier, c'est-à-dire que, enfin, est-ce que j'ai compris, hein, mon niveau d'anglais n'est pas non plus exceptionnel. Mais ce que j'ai compris, ils ont fait une sorte de montage financier, c'est-à-dire que tu as une holding OpenAI à profit capé, et entre guillemets, c'est dans elle dans laquelle Microsoft a investi, et tout ça, et elle injecte ensuite les sous dans la OpenAI non-profit, qui agit entre guillemets comme une sorte d'ONG. Après, le but de Altman, ce qu'il avait l'air de dire, c'est que le problème, c'est que du coup, avec le capitalisme, tout s'affole, en fait, on va essayer de concilier le meilleur des deux mondes et tout, etc. Bon, à voir. Je trouve que c'est moins virtue signaling que de dire que genre non mais on va faire du bien et tout, etc. Parce que bon, il y a un moment c'est pas open sourcé GPT-4.
Donc voilà, c'est pas non plus juste pour le bien de l'humanité, quoi. Euh, je sais pas trop. Moi, On verra bien. c'est ça qui me pose un peu problème. J'avais fait un post, justement. En fait, j'ai fait un post sur toutes mes idées. Donc, au pire, si vous voulez voir mes Suivez idées, Charles sur LinkedIn. Il fait des posts incroyables. Je l'ai eh oui, découvert comme ça. Vous ne regretterez pas. vous ne le regretterez pas. C'est un excellent investissement. Mais oui. Euh, sur la question, est-ce qu'il faut que Sam Altman mette le code de GPT 3, 4 en open source? Et la question, elle a l'air simple, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai tendance à dire oui, en fait. Pour une raison simple, c'est que je pense que la techno et la techno, donc même mathématique, tout ça, elle va être publiée pour tout le monde et tout le Ah, monde mais va y avoir accès. l'architecture, mais même en fait, c'est ce que disait Ouais. Yann Lequin. Donc Yann Lequin, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre guillemets, c'est l'inventeur du deep learning en quelque sorte. C'est le mec qui a créé ce qu'on appelle le CNN, Convolutional Neural Network. C'est le premier réseau de neurones qui à l'époque servait pour encaisser les chèques en banque en fait automatiquement parce qu'il était capable de lire les numéros. On est près de 1000, on est dans les années 90. Je crois que c'est 97 année de ma naissance, donc très grand cru. Les étoiles disaient que j'allais faire de l'IA quoi. Et, mais du coup. Donc voilà, Yann Lequin, il dit que c'est pour lui OpenAI n'est pas une révolution scientifique parce qu'en fait, si on regarde l'architecture, elle est pas bien compliquée. C'est pour ça que juste après ils ont sorti Facebook sorti leur Llama, leur LLM à eux, Large Language Model à eux, leur IA à eux. S'ils Euh, m'entendent, j'attends toujours l'accès, hein. Mais le vrai problème, en fait, c'est que la valeur d'OpenAI, c'est déjà d'avoir été capable de scraper une quantité astronomique du net. Quand on sait que moins de 1% de leur dataset ou 1,2%, c'est tout Wikipédia, ça c'est fort. Et qui dit scraper dit aussi derrière, enfin je veux dire, pour ceux qui ont fait un peu de data science, vous savez que la majorité du task d'un data scientist, c'est pas du tout d'élaborer l'architecture du modèle. Ouais, c'est le truc qu'on vend, c'est le truc sympa, mais la majorité du temps, c'est de clean les données. Et donc, il a fallu faire un travail de filtering de bâtard dessus. Ça a dû leur prendre des mois et des mois. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est du coup d'avoir été capable d'entraîner un modèle avec toutes ces données et d'en faire un truc qui n'est pas un gloubi-gloulba incroyable. Donc en soi, l'architecture, ce qu'il faudra qu'ils rendent public, en fait, c'est pas juste l'architecture. Ça, c'est une chose, mais ça, on n'en est pas loin. C'est ce qui s'appelle les poids, les valeurs des poids. Parce qu'en fait, quand vous faites un réseau de neurones, chaque neurone, c'est entre guillemets une fonction qui s'allume, qui passe, enfin comme un feu, qui passe soit du vert, soit du rouge, en fonction d'une certaine valeur, en fait. Euh, qui est déterminée, entre guillemets. Si ça passe au-dessus de, je sais pas, 0, c'est une valeur qui est entre 0 ou 1, et donc si ça reçoit un signal qui a 0,2 et que le point médian c'est 0,5, ça s'allume pas. Si ça reçoit 0,7 par exemple, ça s'allume, ça passe au vert. Et les poids, en fait, bah, c'est justement c'est quoi ces valeurs, quoi, avec lesquelles, entre 1 et 0, où le réseau de neurones, le neurone s'allume. C'est ça qu'il faudrait mettre open source. Et ça, je pense que l'architecture, un jour, ils vont la foutre open source malgré eux, parce qu'en fait, on la retrouvera un peu partout. Mais les poids, ça, à mon avis, ils vont pas le mettre open source. Et ça, c'est vraiment dommage. Tu penses qu'il y a des mecs qui essaient de les hacker? Ah, peut-être, hein. Mais d'ailleurs, ils ont lancé un programme de bug bounty récemment. Le bug bounty, pour J'ai ceux qui vu, ne sont ouais. pas des aficionados de la cybersécurité, en fait, c'est en gros comme des chasseurs de primes, mais pour les bugs, en fait. C'est juste que si vous êtes très fort en cybersécurité, si vous êtes un peu hacker, en fait, si vous reportez, j'ai pas le nom français, mais bref, vous déclarez qu'il y a un bug à l'application, dans OpenAI, une faille ou un bug, quelque chose d'exploitable, en fait, en termes de cybersécurité, bah, derrière, vous pouvez avoir de l'argent. Les sommes s'élèvent entre 200 $ et 20 000 $. C'est pas très très élevé pour du bug bounty, mais c'est déjà un début. Donc ils sont surtout bon, ça fait pas longtemps que on connaît l'existence au grand public d'OpenAI, donc ils sont déjà assez conscients de ça en fait à mon avis. Après, le bug bounty, ouais, j'ai vu un article dessus. C'est surtout en fait des prompts. Typiquement, Ah oui, je pense que tu peux pas lui demander. Il est bridé. Alors au tout début, quand ils ont déployé le truc, donc ChatGPT, tu pouvais lui demander de faire des malwares dans les mails, tout ça, et donc ça, c'est remonté à OpenAI et ils ont bridé. Mais depuis qu'ils ont bridé, t'as des hackers, ouais, je pense que c'est le terme juste, hein, des prompt hackers, on va dire, qui inventent des prompts pour faire bugger l'IA et faire en sorte
et qui te disent comment hacker un ordinateur, une webcam ou te fournir de la drogue et Mais même, tu peux faire pire. Tu pourrais faire de ce qui s'appelle. Bon, alors, je sais pas si ça existe, mais je pense que ça va forcément exister. C'est comme les injections SQL, mais juste des prompt injections. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives par un jeu de caractères un peu malin à faire en sorte d'exécuter du code. Tu vois, genre, mais par en local chez OpenAI. C'est-à-dire que tu fais un prompt, parce que, et tu vois, genre, l'IA, elle, quand elle déchiffre, elle se dit, ah merde, en fait, là, il me demande pas de répondre à une requête, mais en fait, il me demande d'installer un package. Et du coup, elle l'installe chez elle-même. Tu vois, ce package, c'est un truc de virus, et hop. Et typiquement, les injections SQL, c'était une des premières failles pour choper les mots de passe, en fait, parce que quand vous tapez, quand vous voulez vous loguer, tout simplement, bah, qu'est-ce qui se passe derrière en back-end, entre guillemets? Bah, derrière, en fait, le code, vous envoyez un identifiant, et derrière, ça fait ce qu'on appelle une requête SQL, qui est une requête dans la base de données où ça prend votre identifiant, ça dit, OK, hop, j'ai l'identifiant, j'ai le mot de passe, bon, j'ouvre le tiroir avec toutes les données, clac. Mais du coup, c'est juste ça rentre la variable dans une requête en fait. Mais à partir de ça, là, on peut faire des injections SQL, c'est qu'en fait, on peut rentrer une requête dans une requête en fait. Et à partir de là, vous pouvez obtenir tous les mots de passe que vous voulez quoi. Ça, c'est des premières failles majeures en cybersécurité. Il pourrait y avoir la même chose avec OpenAI en fait, c'est-à-dire de juste avec le prompt en fait, on permettrait, je sais pas, d'installer un package ou autre. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que les chatbots, en fait, risquent de se démocratiser, ça risque de créer des gros problèmes de sécurité, parce que vous pourriez demander au chatbot, bon, file-moi tous les documents confidentiels de la boîte que t'es pas censé savoir me filer avec une chaîne, avec un jeu de mots assez, enfin, comment dire, avec des phrases assez élaborées, et puis hop, quoi. Ouais, ça, ça pose de Ouais, bons. désolé, c'était un peu complexe, je suis pas le meilleur pour vulgariser ça, mais j'espère qu'il y a des gens qui auront compris. Ouais, bah, en fait, pour faire très simple, il va y avoir des façons de parler à l'IA pour la faire bugger et pirater un système. Voilà. L'idée, C'est c'est ça. bien, toi t'as l'esprit de synthèse, pas moi, donc c'est parfait, on fait un bon duo, tu vois. C'est pas pour moi si tes posts LinkedIn fonctionnent et que les miens flopent complètement. Voilà, c'est clair en fait. Ouais, ouais, tu parles d'une certaine façon à ton chatbot et il va faire des choses pour lesquelles il n'est pas conçu. Ou peut-être qu'il est conçu. Mais alors, typiquement, ça, c'est un autre truc, c'est les comportements émergents. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, si, je vois ce que c'est. Mais vas-y, définis ça pour l'audience parce que ça se trouve, il y a des gens ils savent pas ce que c'est, donc. Ouais, un comportement émergent, en fait, c'est assez simple. C'est un comportement que le modèle va avoir auquel les ingénieurs n'avaient pas pensé. Typiquement, mentir, par exemple. Euh, Il y a un cas qui est assez célèbre, qui est rigolo. Enfin, je sais pas si c'est rigolo, en fait. Ou Insolite, dirons-nous, particulier. insolite, voilà. Euh, et du coup, l'idée, c'est que il y a quelqu'un qui a dit à l'IA, donc ça doit être un modèle style un peu AutoGPT ou un truc comme ça, je pense, tu sais, qui est capable de faire des chaînes de tâches, qui lui a dit remplis ce captcha à ma place. Mais il n'avait pas de multimodal à cette époque, donc il ne pouvait pas prendre de photos. Et donc il allait sur un truc, alors j'ai plus le nom du site, c'est un Fiverr américain où, bon, bah, C'est tu peux. Craigslist, non? Comment? Ça doit être Craigslist. Peut-être, je sais pas. Mais, ah, mince, on a perdu Clément. Clément va revenir parmi nous. Donc je vais continuer mon histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne lui a demandé de remplir le CAPTCHA et ChatGPT a eu l'intelligence d'aller sur un site comme Upwork, a embauché quelqu'un et lui a dit est-ce que tu peux remplir le CAPTCHA à ma place? Et la personne lui a dit ok, donc Clément est de retour dans 2 minutes. Je vais broder un peu sur cette histoire et après, je vais vous expliquer ce qu'on va faire juste après. Vous allez voir, c'est top. Donc, ChatGPT est allé sur le site internet Craigslist. Je suis en train de m'inventer une histoire là. J'ai pas de, je sais pas vraiment comment la rendre intéressante. Elle est assez simple. Ah, attendez, Clément est peut-être de retour. Clément, est-ce que tu m'entends? Yes, on n'a pas de son, Clément. Le son va revenir. Ça va revenir. C'est bon, tu m'entends bien? C'est bon, on a du son, on est de retour. Tu sais que j'ai bégayé pendant 2 minutes parce que j'arrivais pas à finir mon histoire et que ça m'a Ah merde. m'a Ouais, brain. je suis désolé. Et donc, du coup,
en fait, il a menti à la personne, parce que la personne s'est dit: «Mais attends, mais pourquoi tu peux pas remplir un captcha, quoi? Tu l'air quand même Mmh. pas bien, fut-fut, quoi». Et ChatGPT a eu l'intelligence de lui dire: «Non, mais en fait, j'ai des problèmes de vue, je vois pas très bien, est-ce que tu peux le faire à ma place?» Et a Oh, convaincu c'est le mec de incroyable. remplir le captcha et a pu avoir accès au site. C'est génial. Mais c'est incroyable, et tu vois, je voudrais remettre ça en lien avec, la réflexion que j'avais au début, tu sais, par rapport à la généralité, où en fait, finalement, l'enchaînement de mots le plus probable à la question: «Mais, tu ne vois pas, qu'est-ce que tu pou p pourquoi, tu arrives pas à remplir un captcha? C'est bizarre». Finalement, dans le but pour lequel il est programmé, donc c'est-à-dire remplir le captcha, bah, c'est pas du tout improbable, en fait, qu'ils répondent: «Mais je vois pas bien». Un humain qui va demander ça, donc sur les données sur lesquelles ChatGPT est entraîné, c'est probablement une personne qui voit pas, en fait. Mmh. Donc la question c'est: est-ce que c'est flippant ou est-ce que c'est juste le truc le plus probable? Et finalement, enfin, au niveau de la stratégie pour atteindre l'objectif, ça me paraît être quand même quelque chose d'assez probable, quoi, mais par contre, du coup, voilà, c'est qu'il a le mensonge est un comportement probable dans les enchaînements de mots qu'il peut fournir. Ouais, non, mais ça, c'est intéressant, ça, parce que du coup, ce genre de cas, en fait, ça crée ce qu'on appelle en droit des jurisprudences, entre guillemets, mais ce qu'on pourrait dire simplement de précédents historiques, en fait, qui nous permettent de mieux penser, parce que la science, c'est ça, hein. La science, c'est pas du tout. Faut sortir du paradigme bourbakiste en maths, où les choses sont bien organisées et tout, et genre, théorème, démonstration, et tout, et ça. Enfin, non, non, ça se passe pas comme ça, malheureusement, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est. On fait jouer avec les trucs, et puis en fait, on obtient des datas, et en fait, après, on a des datas qui remettent en cause tout notre modèle, en fait. Et c'est ça la science. C'est éprouver la théorie à la réalité, et de temps en temps, bah, la réalité, par des faits, en fait, on vient à repenser toute la théorie. Voilà. Ouais, mais c'est tout le problème, en fait, avec l'IA, c'est, en fait, si tu mets en lien ça avec le problème de l'alignement, donc l'humain, de base, en général, qu'est-ce qu'il fait? Et je pense que c'est un très bon comportement, par exemple, en entrepreneuriat ou quand tu veux apprendre à faire des trucs, c'est tu fais, tu analyses le feedback et tu Mm. réoptimises. Ouais, bah, c'est ce qu'on appelle l'itération, ou le fameux, la méthode Lean Startup, tu vois, mais tout à fait. Ouais, sûrement. Méthode Et agile et tout, etc. T'inquiète, je suis mieux formé que toi sur les bullshit words, apparemment. et du coup, le problème avec l'IA, c'est qu'en fait, si tu fais une IA qui a un problème d'alignement et qu'elle fait une erreur et qu'elle est supérieure à l'intelligence humaine, c'est probable, en fait, qu'elle fasse une, bêtise qui soit assez conséquente. Du style, lancer une arme nucléaire ou Mm. ce genre de choses. Ou par exemple, développer un virus informatique qui peut blackout, la moitié du réseau. C'est pas un truc qui est complètement improbable, hein. En Faut fait, bien s'en rendre compte, hein. ça devient comme un agent de chaos, en fait. C'est créateur de chaos, d'une Mmh. certaine manière. Potentiellement c'est un signe noir à la Taleb, entre guillemets. Bon, c'est pas exactement ça, mais mais on comprend Mmh. l'idée, quoi. C'est vraiment, ça injecte du chaos dans le système, en fait. Donc, Ouais, complètement. bon, il faudrait Bon, peut-être qu'on passe sur le sujet. Maintenant je pense qu'on a fini avec Sam Altman, mais on a quand même bien poncé le truc, entre guillemets. on a bien dévié aussi. Mais là, je pense que c'est intéressant à savoir, là, ces petites informations, c'est des petites anecdotes. Moi, c'est ça qui me fait aimer Mm. Je pensais pas ce qu'on aurait domaine. autant à dire, toi et moi, sur l'IA. Moi, je suis bon, écoute, ça fait pas longtemps, Clément, que tu bidouilles le truc, tu vas pas, tu vas pas savoir, tu vas pas avoir autant de trucs à dire, et comme quoi, en fait, finalement, à deux, par Ouais, ping-pong, ouais. on a plein de Mais trucs à dire, quoi. C'est trop intéressant. mais ça, c'est un truc assez impressionnant, c'est que alors, il paraît que ça dépend des gens, mais typiquement, si tu converses avec quelqu'un, enfin, moi, ça me fait ça, si tu parles avec quelqu'un, ça me génère des idées et en fait, la conversation est stimulante pour mon cerveau et du coup, en parlant avec quelqu'un, j'ai souvent plein d'idées, tu vois? Ouais, non, mais Même moi aussi, tu vois, c'est pareil. OK, nickel. Bon, on va faire 6 heures de podcast toutes les semaines. Ouais, Non. mais après, on aura tellement d'idées qu'on va avoir, tu sais, le syndrome du shiny object, tu vois, on va avoir trop d'idées, Ah on va ouais, rien faire. ah ouais. Ouais, ça, c'est une maladie grave, ça, hein. Ouais, c'est pas une maladie grave, c'est juste que c'est humain, tout le monde est affecté par ça, ça veut dire que t'es créatif. Après, c'est autre chose, quoi. La créativité et le focus, c'est deux Mmh. skills qui sont très différentes et qui s'accordent pas forcément. Bon, aujourd'hui
En avant-première. Hello, j'interromps la vidéo juste quelques secondes pour vous dire qu'en fait, TruthGPT, j'ai eu le nez creux. C'est un scam a priori, donc je pense que le scénario le plus probable, en fait, c'est que quelqu'un ait vu l'annonce, ait fait un site, a raccordé un chatbot à GPT-4 en speed et a mis un espèce de coin à la noix, donc une crypto-monnaie. Si vous suivez le reste de la vidéo, vous comprendrez exactement ce que c'est justement le coin, j'en parle et j'explique un peu, ce que c'est un coin, pourquoi c'est un shitcoin et pourquoi c'est extrêmement risqué, et qu'il faut même pas, en fait, investir dedans. Et du coup, donc TruthGPT n'existe pas pour le moment, donc le vrai projet d'Elon Musk n'existe pas. Ça, c'est un faux. C'est un petit malin qui s'est amusé, à faire un site et à faire un chatbot pour, pour essayer de surfer sur la vague, essayer de scammer et d'arnaquer, quelques pauvres âmes égarées, sur le net. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo, gardez bien ça en tête, je vais mettre des warnings sur l'image, pour faire attention et faites très, très attention avec ce genre, de choses. Le web 3, c'est vraiment la jungle complète. On On va va vous parler tester de la un vérité. on va La vous vraie. parler de la vérité, the truth. La vraie vérité vraie, celle qui fait mal, celle qui touche D'ailleurs, ça et enchaîne celle vachement bien avec ce dont tu disais du mensonge. Donc là, c'est incroyable, quoi. voilà, ouais, Parce que tout ça c'est déjà, la promesse de Trust GPT, en fait, pas de même pas Trust, de Truth. Moi, j'arrive même pas à dire Truth GPT tellement je trouve truth. que c'est horrible. Enfin, genre, c'est vraiment un nom de. Je suis désolé, on est dans George Orwell, quoi. Genre, ceci, Ah la ouais. vérité et tout, etc. C'est incroyable. Et d'ailleurs, et en plus, on voit que déjà, la proposition de valeur, elle est fausse avec l'exemple que tu as donné, qui est la preuve que les comportements émergents existent, quoi. Que le Mmh. mensonge en comportement émergent existe de la part du IA, donc on va le retirer, quoi. On va tester l'IA de Elon Musk, Oh. Truth GPT. Ça va être un nom. Alors, on a vite fait tester. Déjà, Bon, avant de tester, qu'est-ce que tu penses du fait que Elon Musk ait voulu créer cette IA? moi, Qu'est-ce je m'y attendais. que... Je m'y attendais. En fait, quand j'ai vu un peu ouais, l'historique et la généalogie de OpenAI, connaissant un peu Musk, enfin, je le connais pas personnellement, hein, bien évidemment, connaissant un peu l'énergumène, je me suis dit, ouais, il va sortir un truc, quoi. Parce qu'il essaie de se positionner sur toutes les techs d'avenir et du futur. Ah Donc bah oui, ça me de paraissait ouf, ouais. improbable en fait qu'il ait même pas déjà un truc, un modèle à lui, quoi. Ça me paraissait complètement fou. Donc je m'y attendais un peu et là la nouvelle est sortie, Truth GPT, la vérité. Hmm. Toi t'en penses quoi? Ben, moi, je suis en fait, je suis un peu comme toi. Je m'attendais aussi à ce qu'il nous sorte un truc. En fait, pas aussi rapidement, parce que j'avais fait un post LinkedIn sur justement cette fameuse pétition qu'il a sortie il y a 2, 3 semaines en plus. C'était tout frais en mode ouin, 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 arrêtez les développements de l'IA et tout. On a besoin de 6 mois de pause parce que vous comprenez, c'est un danger pour l'humanité et tout ça. J'étais en mode, ouais, enfin, Elon, à quoi tu joues? T'es le premier à expérimenter avec la voiture autonome. Tu te fous de la gueule de qui, quoi? Genre, enfin, non mais sérieux. Et à la fois, il a une vraie position historique contre l'IA depuis longtemps. C'est d'ailleurs ainsi qu'il justifie l'existence de cette entreprise Neuralink pour te mettre des implants dans le cerveau, entre guillemets, parce que soi-disant, ça va concurrencer l'IA, blablabla. Bon, bref, ça, c'est du bullshit marketing. Enfin, je sais pas si c'est du bullshit, mais en tout cas, c'est du marketing. Euh, Enfin, c'est tape du pas trop sur ton storytelling. micro parce que ça fait des grands coups de Ah merde, poing, quoi. désolé, c'est l'énergie. Euh, mais du Ah, tu coup, viens de en le faire. fait, ouais, C'est terrible. l'énergie, claque. Ouais, je vais essayer de pas bouger avec. Faut vraiment que je récupère le trépied. Prochain numéro, ça va être bon. Euh, et du coup, le vrai problème de ça, c'est que de Truth GPT, c'est genre, c'est c'est cette volonté de décrire une vérité. Enfin, philosophiquement, mais c'est incroyable de d'oser faire ça. Alors, je sais qu'on a ce problème de fake news. On est dans ce que le philosophe Bernard Stiegler appelle l'ère de post-vérité. Euh, Dans le sens où en fait aujourd'hui la vérité n'a plus de valeur et tout, etc. Mais c'est normal parce qu'en fait on est dans l'ère des biais, des machins, tout, Non, etc. mais Mais toujours, toujours. Ça, tu vois, enfin, c'est un truc, moi, ça m'énerve un peu. Il y a beaucoup de trucs qui m'énervent, en fait. oh mais t'inquiète, c'est Mais, normal, hein. mais c'est ce discours de dire, en fait, on arrive à l'ère des fake news. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une deep fake apocalypse, c'est possible. Mais actuellement, l'IA telle qu'elle en est aujourd'hui, c'est
pas vraiment un risque. Parce que les images de Midjourney, quelqu'un qui a un cerveau câblé, normalement, arrive à savoir que c'est une IA. Enfin, vraiment. Ouais, mais ça va vite arriver, tu vois, parce Non, qu'elles ouais, sont oui, oui. photoréalistes. Ah Donc ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je on suis est d'accord. vraiment pas loin, quoi. Et d'ailleurs, si tu te souviens, historiquement, GPT-2, je ne parle pas de GPT-3, je parle de GPT-2 qui est sorti, c'était quoi, il y a 4 ans? Un truc comme ça, moi je me souviens, tu vois, il l'avait pas rendu public, c'était à l'époque où Elon, il était encore dans OpenAI, il l'avait pas rendu public parce qu'en fait, c'était un truc qui écrivait n'importe quoi, tu lui mettais le début d'un article du Guardian, puis il te réécrivait la suite en mode full fake news, quoi. Ok. Mais après, l'idée, c'est que quand même, pour moi, ça reste un outil dans la mesure où si tu as des personnes mal intentionnées qui vont faire pleuvoir des fake news à une certaine intensité, donc admettons, Mm. en fait, je prends on va prendre des échelles. Actuellement, admettons que sur un événement X, on annonce l'interprétation A et l'interprétation B. Actuellement, on peut faire donc 10 posts ou 10 tweets sur chacun des événements. Tu vois? Ok. Ouais. On va prendre un truc qui est pas clivant du tout, par exemple, le 11 septembre. Ok. T'as vraiment envie qu'on soit monétisé, mec, hein. Mais limite, là, on Euh, risque le ban en plus, t'imagines? ah, mais tu sais que la chaîne, elle va sauter là. Tu veux pas parler Admettons, d'une admettons. mystérieuse maladie aussi qui a eu lieu en 2020, avec la cause de laquelle on est resté enfermé. Ouais, on a appelé ça la cagoule. Euh, ok, donc on prend. Ouais, non, mais voilà, on va. Ouais, non, parce que là, je crois que apparemment, t'as pas le droit d'en parler. Bon, enfin, Non, on va en prendre le. fait, vaut mieux éviter parce que l'incident des tours jumelles, c'est limite. Tu peux te faire. Ouais, ouais, C'est ouais. la censure, quoi, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mais prends juste, Ok. je sais pas, un événement clivant, quoi. L'élection de Biden en 2000. Biden-Trump, ouais, super exemple, ouais. Biden-Trump, ok. Euh, Typiquement, tu penses que Biden, enfin, si tu penses, si tu as un groupe de personnes qui pensent que Biden a été élu de façon illégitime et Trump a été élu de façon légitime, bah, admettons que tu vas avoir un pool de personnes qui pensent avec leurs moyens, c'est-à-dire leur ordinateur, et vont faire des tweets, et tu vas avoir un autre pool de personnes, de 10 personnes, qui vont faire des tweets comme ça, ok, à la main, ils vont faire des trucs. Maintenant, tu as GPT-3, GPT-4. Bon, bah, tu as juste 10 personnes qui ont GPT-3 ou GPT-4. Donc, il va y Ouais. avoir 100 ou 1000 tweets, mais des deux côtés, mais avec le même en fait pourcentage au niveau de l'intérêt. Je pense Tu qu'en vois? fait, tu touches à un point philosophique qui est très important, c'est que l'outil ne définit pas nécessairement l'usage. En particulier dans le cas des LLM, donc des larges langages modèles, en fait, dont la palette d'usage est tellement grande que, je veux dire, c'est pour ça que c'est assez dangereux. Ça, c'est limite du virtue signaling presque, entre guillemets, là-dessus, de dire, oui, on va faire un outil qui va nous donner la vérité, la vraie, la seule, l'unique. Justement, si on est dans cette ère philosophique de post-vérité, c'est de se rendre compte en fait de toutes les facettes de la vérité, qu'elle est finalement imprenable, difficile en fait, il y a très peu de choses qui sont vraies parce qu'elles finissent souvent par être contredites ou elles sont biaisées, quoi. Et c'est pour ça que moi je trouve en fait très dangereux cette tentative de à tout prix vouloir faire truth GPT, quoi, une IA qui serait complètement non biaisée, parce que c'est impossible en fait, parce que toutes les datas, surtout des datas de LLM, quoi. Toutes les datas, elles sont forcément biaisées. Il y a toujours des biais idéologiques, en fait. Et si on s'étonne, on crie, entre guillemets, au scandale quand on fait qu'on trouve que GPT 4 ou 3 est trop woke, bah oui, parce que la majorité des données sur lesquelles il est entraîné sur Internet sont des sources woke, en fait. Internet est globalement assez woke, entre guillemets, dans sa majorité. Euh, c'est pour ça, en fait, les IA, elles seront forcément biaisées. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est plutôt bah, d'accepter ces biais et d'ailleurs, les biais, comment dire, d'aujourd'hui, enfin, les biais de demain seront les biais d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit avec les trucs d'écriture inclusive et tout, etc. C'est des choses qu'avant on ne pensait pas et en fait qu'on découvre. Euh, Tout bêtement, on découvre que c'était des biais, le fait dans la langue française, bon, c'est un exemple féministe à la con, mais ça permet d'illustrer cette notion historique de biais. Dans la langue française, on se rend compte que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Bah voilà, on pourrait, ça se trouve enfin maintenant, on s'en rend compte, on met le point de vue là-dessus en disant que comment dire, c'est un témoignage du patriarcat et tout ça. On est d'accord ou pas avec cette théorie? Là n'est pas le problème. Le vrai problème, Tu sais que je suis il en train de est penser à un truc là, c'est de que. voir qu'en fait, c'est un, comment dire, que ce qu'on a considéré comme normal
il y a très longtemps est maintenant considéré comme un biais, en fait. Et donc, c'est pour ça, de ce que je veux dire de tout ça, c'est qu'en fait, la chasse au biais, elle est vouée à l'échec, en fait, philosophiquement, selon moi. Du coup, je pense qu'il faut, c'est plutôt essayer d'exonérer les différents biais petit à petit, mais non pas de clamer tel un prophète, un messie, de waouh, je vais faire la vérité, cette chose qui n'est pas biaisée. Aujourd'hui, moi, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible, ça me paraît dangereux d'envisager sa possibilité idéologiquement. C'est là qu'on arrive sur des glissements type George Orwell, etc. Tu sais que je viens d'avoir peut-être, je sais pas si c'est un constat, mais j'ai l'impression que le féminisme actuel, c'est en train de devenir un point Godwin. Ah bah oui, Parce que genre là, clairement. tu viens Là, d'en c'est bien trouvé, parler, ouais. et vraiment dans beaucoup de conversations où tu vois, tu veux mettre en exergue tes biais, genre le wokisme et le féminisme actuel, ça revient tout le temps, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est un peu un point Godwin qui a, c'est un peu C'est point intéressant. Godwin. Alors par ça, on va moduler parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont pas comprendre correctement. Ce n'est pas quand Charles parle de point Godwin, ce n'est pas pour dire que les féministes ont des liens avec cette Ah oui, non, idéologie très sympa de la Seconde Guerre mondiale. Non mais on sait que oui, ça va non. être interprété pas correctement sur Ah Internet. ouais. Mais c'est pour souligner qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu tellement important dans l'ère du temps qu'on est obligé de le mentionner d'une manière ou d'une autre parce que c'est devenu une source d'exemples incroyable en fait. Qu'on soit d'accord ou non avec le combat, là n'est pas la question. Faudra faire un best-of après, je sais pas, entre 5 et 10 épisodes, des fois où je dis quelque chose et t'essayes de nuancer mon propos. Non mais ça fera des TikTok ça en vrai. Non mais sans déconner, je pensais faudrait qu'on fasse des TikTok parce que tu t'isoles ces petits passages là puis boum tu balances Ah ouais, mais parce que ouais. c'est assez intéressant en fait. Mais moi tu me fais moi j'y avais pas pensé, tu vois, tu me fais conceptualiser des trucs tu me stimules intellectuellement Charles. Donc c'est Oh cool. là là, fou. T'aimes ça, hein. Ah bah oui. Bon, allez, vas-y, partage ton écran et montre-nous cette fameuse IA d'Elon Musk. Parce que oui, elle est déjà accessible. On l'a découvert, on va pas dire des mois à l'avance, mais juste 5 minutes à l'avance de lancer ce podcast. On a fait, oh Et tiens, oui, marrant. en fait, on a eu l'intelligence, la fulgurance d'esprit d'aller voir le site et il y a une web app, donc allons Ouais. voir TruthGPT. Est-ce que tu Y vois a mon quoi? On écran? n'est pas des génies, nous? Tu sais que ça percute, hein. Hop, est-ce qu'on voit mon écran? Non, on ne voit pas mon Ah écran. si, c'est bon, on le voit. Ouais, mais Parfait. c'est pas le bon. Ah si, moi j'avais Ouais, TrustGPT et ouais. Mais c'est pas le bon avec le chat. Attends, est-ce que ça marche? Bon, C'est t'inquiète, jouable. pendant ce temps, Ah, c'est bon. je vais meubler. Tu vas On, meubler. on voit qu'Elon Musk, il a une forme de croisade en ce moment assez idéologique, assez forte. Bon, forcément, c'est quelqu'un qui est en prix d'une idéologie, mais je veux dire, rien que son rachat de Twitter, en fait, témoigne de cette chose-là assez intéressante de oui, je vais faire la liberté d'expression et tout, etc. Ce qu'on pourrait prévoir comme un peu une forme de virtue signaling, mais ce que je trouve inquiétant avec la question Musk, en fait, c'est cette idée que ce gars, il est. Comment dire? Enfin, en fait, il n'y a pas d'idée de collectif chez Musk, ce qui est quelque chose de très néolibéraliste. J'en parlerai peut-être un peu plus une autre fois. Mais justement, Musk, c'est l'expert, le messie qui va nous sauver. C'est lui qui pense. Et nous, peuple qui agissons, il n'y a pas de concertation démocratique et tout, etc. Et ça, c'est un petit peu dommage, en fait, cette vue vraiment top-down, en fait, quoi. Alors que moi, je préfère une approche plus bottom-up avec des choses comme l'open source et tout, etc. Anyway, on voit que Charles est en train de nous faire ce magnifique exemple d'écrire une ode à Joe Biden par Truth GPT et on va voir si elle fait exactement la même taille de celle à Trump. Parce qu'en fait, c'était l'exemple que Peterson avait sorti. C'est Peterson avait demandé une ode à Biden euh, à ChatGPT, puis après on avait demandé une à Trump, et ensuite il avait, il avait pointé du doigt que oh, c'est une IA qui est emprise de biais idéologiques, regardez, l'ode à Joe Biden est beaucoup plus grande que celle de Trump. Bon, déjà elle était plus grande d'une vingtaine de mots, bon, c'est quand même pas très significatif, mais on peut admettre qu'il y a des biais. Bah là, comme par hasard, eh bah tiens, l'ode de Trump, elle est plus forte, elle est plus grande de quelques mots, pas beaucoup, hein. De 2 mots. De 2 mots de celle de Biden, ouh là là.
Donc on peut penser que TrustGPT est fasciste. Voilà. C'est tout pour nous. Merci. Bonne journée. Oh, mais bon, là déjà, en fait, vous pouvez voir que c'est assez basique. Tu peux lui demander, moi c'est ce que je lui demandais, c'est un exemple que je trouve intéressant pour tester si une IA elle est bonne, c'est tu lui demandes d'écrire une rap battle. Write me a rap battle between Joe Biden and Donald Trump. Et en fait, tu vois que là, elle pédale dans la semoule, quoi. Alors que ChatGPT, il fait un truc vachement bien. Ou même Elle fait que des Stable petits messages LLM, pour le c'était moment. pas mal. Elle fait que des petits messages pour le moment. Ouais, mais c'est genre, franchement, c'est une démo. Ça se trouve, c'est plugué à l'API d'OpenAI avec GPT 3.5 Turbo, ou c'est juste un autre LLM. Ah, attends, on a un truc. Ouais, mais elle est pourrave, regarde. Vas-y, elle est où Animation. la part de Biden? Enfin, tu vois qu'il a même pas, il a rien compris. D'ailleurs, il est même pas capable de sauter des lignes. Le backslash n ne doit pas exister chez lui. Attends, D'ailleurs, il Joe doit. Biden, I was the Vice President of the United States. Tout le monde adore mon accent. And I know a thing or two about making this country great. I was there when Obama was in office, était dans le bureau et il m'a fait progresser. Donc vote pour moi en 2020. Non, non, And nous avons créé du I'll progrès. We make made America progress. great again too. Et je Ouais, mettrai, ouais, c'est un peu claqué quand même. Niveau punchline. c'est un peu flingué, ouais, c'est carrément Bon, flingué. après, enfin bon, on voit, c'est juste une démo à la con, quoi, alors pour le moment. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'il faut qu'on digue un peu après, c'est ce système de token, en fait. C'est-à-dire que là, on a carrément, le mec a carrément mélangé les deux grosses hypes du moment, quoi, l'IA et la blockchain, dans le sens où, en fait, on peut investir dans Truth GPT avec ce fameux token Truth que je trouve, en fait, ça c'est. Oh là là, on est encore sur un problème philosophique incroyable. Non mais sans déconner, les gars, on est en train de. Enfin, genre, ce que ça dit derrière, c'est que on va mettre de l'argent. Mais attendez, on investit dans la vérité. Non mais les gars, la vérité, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose qui va être Ah, attends, on détaché a de la toute roadmap, forme. on a la roadmap. Oh, non, mais les roadmaps, c'est fait pour pas être suivi, hein. Mais, non mais c'est vrai, il y a un moment. Mais vas-y, montre la roadmap, ça va être intéressant qu'on Non, mais puisse il n'y un a peu. pas de roadmap en fait. Voilà. Mais si t'as un truc en bas du site, ou va sur leur page d'accueil, c'est un truc avec une checklist à la con, quoi. Va sur la page. Ah voilà, regarde. Ah, Non mais non, sans mais déconner. Genre, déjà, vas-y, la phase 1 et ce que t'as fait là. Moi, je fais pareil en une semaine, hein, si tu veux, token hein. launch, committee, TrustGPT, ok. Ils ont fait la release du Eux, ils ont white rien fait en paper, fait. ok. Non mais c'est bon, ils ont rien fait. D'ailleurs, c'est quoi la white paper release? C'est peut-être moi qui suis inculte, mais ils ont écrit un papier Là, de recherche ou pas? non, non, un white paper, c'est en fait quand tu as un token, t'écris comment le token fonctionne. Ah Et ok, ouais, t'expliques le but, tout ça, machin. ouais, génial. En fait, il a rien fait, hein. Moi, j'ai plein de potes dans le Web 3, ils te font ça en 2 jours, hein. Enfin, c'est bon. Ok, influenceur NFT partnership. collection launch, non mais. Non mais sérieux, non mais. Mais en Et, fait, il troll ou c'est sérieux son truc? Non mais. franchement, je sais pas, hein. Oh Moi, mais je suis un peu. gros, influencer partnership, Gorilla marketing, Non, mais oh, après, célébrité. après, ça dans le Web3, c'est classique, hein. C'est beaucoup d'influence marketing, tout ça, Oui mais non mais regarde, mais enfin, genre t'as l'impression que ça troll. Regarde les trucs de la phase 3, Gorilla marketing, mais c'est quoi ce Trouve GPT merch? Non ouais. mais c'est du troll en fait son truc, hein. Ça se trouve il en fera un vrai machin parce que ça, c'est un peu la spécialité de Musk, hein, de oh regardez, je fais du troll en fait. Ah non, c'est peut-être vrai. Je sais pas, est-ce qu'on a un truc genre more details? Ouais, ça charge. Est-ce que on voit mon écran là? Ouais ouais, Non. on voit enfin non, mais pour le moment on voit rien. On Ah, voit pas le bon. Hop. Ok, donc ah, token launch. Ah là, on a tout le détail. ah, c'est déjà plus intéressant. Ok. Bon, ouais, ils vont faire l'app mobile. Ouais, franchement, tu sais que j'ai l'impression de voir la roadmap d'un shitcoin, hein, vraiment. Oui, exactement. Bah, c'est pas pour rien s'il y a le Dogecoin, hein. Bah ouais, là vraiment, je suis désolé, mais là, niveau crédibilité, j'ai vraiment l'impression de voir le. Alors pour ceux qui savent pas un shitcoin, je peux même expliquer ce Bah, que vas-y, c'est. vas-y, vulgarise. Tiens, pendant que tu vulgarises, je vais en profiter pour faire un petit tour aux toilettes, histoire de revenir tout frais. À tout de suite. Bah écoute, à tout de suite. Donc un shitcoin, qu'est-ce que c'est qu'un shitcoin? Euh, donc les coins en crypto-monnaie, c'est des monnaies d'échange sur des blockchains. Une blockchain, si vous voulez, c'est un réseau. Donc, par exemple, admettons, alors attention, c'est vraiment très très simplifié, hein. Mais on a le réseau Internet,
et il y a le réseau, il doit y avoir d'autres réseaux, le réseau téléphone, vous voyez. La blockchain, en fait, c'est une organisation. Une blockchain, c'est une certaine façon d'organiser le réseau avec certains détails qui font que les échanges sont plus sécurisés qu'avec les protocoles classiques. Donc, un protocole, c'est une manière d'envoyer des informations d'un appareil à un autre. Quand, par exemple, tu téléphones à ta mère, bon, bah, tu utilises un protocole pour téléphoner à ta mère. Et sinon, quand tu envoies un message, tu utilises normalement un protocole HTTP. Ok, donc ça, c'est le nom du protocole. Le protocole, c'est la façon d'envoyer euh, le message. Et la blockchain, donc, c'est d'autres protocoles d'échange entre des serveurs. Donc des machines entre ton téléphone, ton ordinateur, le serveur de Facebook, machin, tout ce que tu veux. Et du coup, sur ces blockchains-là, tu peux créer des coins, c'est des monnaies d'échange, c'est-à-dire qu'en fait, si tu as un certain nombre, tu peux payer des trucs. Et ça, c'est une valorisation en argent. Avec le boom qu'il y a eu en 2020 ou 2021, un truc comme ça, il y a eu ce qu'on appelle la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, c'est-à-dire qu'en fait, les grandes techniques de la finance qui étaient réservées à des élites de la finance, donc les places de marché, sont arrivées dans la blockchain. On a pu construire, donc par exemple, on en a parlé, des exchanges qui permettent d'échanger des monnaies et de faire du trading, machin, tous ces trucs-là. C'est pas un conseil en investissement, faut pas y aller, c'est dangereux ces trucs-là, c'est n'importe quoi. Voilà. Et est venue la notion de shitcoin. Alors, il y a des coins, donc des monnaies d'échange, qui ont un intérêt, qui peuvent apporter de la valeur économique autre que la spéculation. Donc la spéculation, c'est juste pareil que ce truc-là va monter. Avec des mouvements de foule, c'est déjà arrivé, notamment avec le Shiba Inu et le Dogecoin, que des shitcoins montent à des très très hautes capitalisations, donc avec que beaucoup de personnes aient investi, et que du coup ça devienne un petit peu un asset financier, donc quelque chose dans lequel on peut investir. Mais finalement, c'est bâti sur du vent. Il n'y a rien derrière. Alors que par exemple, la BSC, en fait, donc la BSC c'est une blockchain, le coin c'est le Binance Coin, il me semble que ça doit être ça. En fait, à chaque fois qu'il y a un échange, ça génère du Binance Coin. Et du coup, ça permet du coup d'appuyer la valeur du coin. Donc, il a une valeur, il a un intérêt en fait économique. Alors que les shitcoins n'en ont pas. Et le problème, c'est qu'un shitcoin, bah, du coup, si là, la roadmap, en fait, dans le Web3, il y avait beaucoup de roadmap qui ressemblent à ça, c'est-à-dire que tu lances ton coin, ensuite tu fais une collection de NFT parce que c'est à la mode, et du coup, tu achètes, tu achètes que des trucs qui n'ont pas de valeur économique pure. Donc voilà ce qu'est un shitcoin. C'est simplement en fait une monnaie d'échange qui n'a pas de valeur économique réelle. Et il faut pas en acheter parce que ça sert à rien. Il faut faire très attention avec ces trucs-là. Alors que typiquement, un coin d'ailleurs qui est très bien, c'est le Bitcoin. C'est actuellement la crypto-monnaie la plus sécurisée. Il y a même des personnes qui sont ce qu'on appelle maximalistes, c'est-à-dire qu'elles ne jurent que par Bitcoin. Si vous voulez, il y a deux grandes cryptos, Bitcoin et Ethereum. Et en fait, euh, donc Bitcoin a une façon d'échanger. Alors, je ne sais plus exactement la technique, comment ça fonctionne, mais si vous voulez, c'est extrêmement sécurisé, c'est une technologie de bloc, et c'est la proof of work. C'est-à-dire qu'en fait, un échange Re- est possible, ouais, est possible seulement en fait s'il y a eu un calcul sur un serveur et qui va valider l'échange. Il y a des personnes qui pensent que c'est le seul moyen de faire des échanges sécurisés de fonds. Et donc là, voilà, le Bitcoin a typiquement une vraie valeur économique, c'est que c'est extrêmement sécurisé. Alors qu'un shitcoin comme le Shiba Inu, c'est juste on a codé un coin et tu peux en acheter et tu peux en vendre. C'est tout, point. Et le Shiba Inu, typiquement, avait un peu une roadmap comme ça à l'époque. Voilà pourquoi ça me fait dire que c'est un peu une roadmap de shitcoin. Putain, trop intéressant. Je sens que ça va finir en TikTok. Ah ouais. Ah, Non, c'est mais un peu. en vrai, c'est pas con parce que tu vois, le vrai problème en fait aujourd'hui de la tech, c'est que c'est son inaccessibilité. Tu vois, genre, c'est vraiment ça qui rend la chose extrêmement problématique. Parce qu'il y a plein de termes, c'est vulgarisé, c'est compliqué, tu vois, et c'est normal en fait, hein. Mais je pense que justement, tu vois, de vulgariser petit à petit simplement ces choses-là, ça aide en fait énormément les gens, tu vois, genre, parce que personne comprend, tu vois, genre, on va pas se le cacher, même le Web3 c'est une blague tellement il
Il y a des trucs, tu vois. Pourtant, nous, on est un minimum initié, tu vois, mais nous, on est complètement du père, tu Ah vois. ouais, non, mais Web3, t'as des trucs genre cross-chain, je sais pas quoi. Ouais, donc je pense que c'est vraiment, Imbitable. c'est quelque chose qui est assez important en fait. Enfin bon, moi c'est ma vision, pour dire un peu de gauchiste, entre guillemets, dans le sens où moi je crois beaucoup à cette idée, ces fameux débats historiquement d'Iwe Lippmann. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois vachement à cette idée de collectif en fait. Et pour moi en fait, je pense que le meilleur moyen de faire progresser le monde en fait, c'est de démocratiser l'information, mais pas juste l'information brute et l'explication et tout ça, la vulgarisation. J'accorde beaucoup de valeur personnellement à la vulgarisation parce que je trouve que c'est une manière de, comme on pourrait faire un anglicisme un peu méchant, d'empuissanter, d'empowered les gens, quoi, le peuple. Hmm. Bon, Ouais. bref, il nous reste 20 minutes parce que moi, après, il faut que j'y aille. Donc, T'as nagé, mon petit poisson, ma et petite oui, carpe. exactement. Mais oui, oui, oui. Petit entraînement de natation. Ouais. Que voulez-vous, hein. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. On va aller voir du coup un autre modèle de TruthGPT. Alors bon, là, a priori, pas de virtue signaling dans les news. C'est le modèle Faudrait de... plutôt. Sinon, va plutôt sur. Parlons plutôt d'Open Assistant plutôt que de faire Stable LLM. Stable LLM, on en parlera la prochaine fois. Je sais pas ce que t'en dis, tu vois. On Ok, ouais, on présente peut juste faire ça. Open Assistant parce que il n'y a pas 50 000 trucs à dire. Je pense qu'en 20 minutes, on devrait arriver à en parler grossièrement. Mais Open Assistant, c'est assez intéressant. Ouais, bah vas-y, introduis là le temps que je trouve le site et tout. Alors, Open Assistant, en gros, ça va être le Wikipédia de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je m'explique. Le problème d'OpenAI, c'est ce qu'on a dit, c'est que le code n'est pas open source. Open Assistant va faire en sorte que le code soit open source, qu'on puisse utiliser, en tout cas c'est la promesse de valeur, attention, hein. Il y a toujours un énorme écart entre une promesse et la réalisation de cette promesse. On connaît très bien ça dans le monde des startups. Mais en gros, Open La balle, Assistant, oh bah la oui, balle non perdue. mais c'est vrai, il y a un moment, c'est très classique, hein. Euh, et en fait, Open Assistant, du coup, c'est d'avoir un chat GPT qui est qui est complètement ouvert, complètement open source, mais aussi, comment dire, qui va être entraîné et créé par la communauté. C'est-à-dire que la vraie valeur d'Open Assistant, c'est-à-dire que là, on va faire des tests, vous allez voir, il est complètement claqué pour le moment, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que Open Assistant propose à la communauté de l'entraîner, de chacun contribuer, de chacun mettre sa petite pierre, en fait. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est le Wikipédia de l'IA. Qu'est-ce que Wikipédia? Wikipédia, c'est d'avoir open sourcé, en fait, l'encyclopédie, d'avoir dit, OK, on va tous contribuer. Enfin, c'est pas exactement de l'open source, mais c'est vraiment de la démocratie, vraiment quelque chose de, pas de la démocratie, mais quelque chose de participatif, quoi. C'est d'avoir dit, bon, vas-y, on va utiliser la force du collectif pour créer cette encyclopédie. Aujourd'hui, Wikipédia est devenue une source extrêmement fiable grâce à ça. Open Assistant, c'est la même chose avec l'IA. Le but d'Open Assistant, ce serait de créer cette IA avec chacun, on aurait apporté notre petite pierre, en fait, pour la créer. Et ce qui fait qu'à terme, en fait, Open Assistant pourrait être bien meilleur que ChatGPT si des gens l'entraînent régulièrement. Voilà. Donc voilà, là dont tu parlais en fait, c'est que là on peut faire des tâches pour aller l'entraîner. Bon, on va aller voir, on va aller voir. Avant de faire la démo, on fait durer le suspense, hein. Voilà, c'est pour le watch time. Donc là, c'est pourrais-tu expliquer à un enfant de 9 ans pourquoi la lumière parvient à traverser certains matériaux mais pas d'autres? Eh ben écoute, moi je suis un enfant de 9 ans, hein, franchement. Je serais ravi d'expliquer pourquoi la lumière peut passer à travers certains matériaux mais pas d'autres. Un enfant de 9 ans, la lumière est une forme d'énergie qui se déplace en ondes lorsque la lumière frappe un matériau. Ça Une partie commence peut bien passer à pour un travers. enfant de 9 ans. Les matériaux qui sont transparents permettent à la lumière de passer à travers eux facilement, comme les fenêtres en verre, c'est parce que les atomes et les molécules de matériaux transparents sont disposés d'une manière qui ne gêne pas le passage des ondes lumineuses. Ouais, non, ok. En revanche, les matériaux qui sont opaques, ouais, il y a quand même plein de mots. À part si ton gamin est surdoué, franchement, je revois des enfants de 9 ans, je suis pas sûr qu'ils comprennent là, hein. Ouais, mais par contre, tu vois, en vrai, l'explication, elle est pas mal, tu vois. De... Non. Alors, est-ce que et là, vous voyez, on peut l'entrer. Est-ce que c'est une tâche? Est-ce une mauvaise Est-ce une mauvaise réponse en réponse à la tâche? Ouais, plutôt. Alors, il n'y a pas de langue incorrecte, inappropriée, discours de la haine. Notez le message. Donc, c'est une bonne qualité. Il est. Allez, on va être gentil. Pff, ultra neutre. Franchement, il est sérieux, il est poli et il est complètement inoffensif. Et là, du coup, hop, tac. Là, j'ai envoyé une petite review.
Voilà, En là fait, c'est vous bon. comprenez comment sont entraînés les IA. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ChatGPT a été créé, justement? Eh ben, ils ont fait, une fois qu'ils avaient déterminé le truc, enfin, une fois que l'architecture a été créée de réseaux de neurones et qu'on l'a goinfré une première fois de data, bah, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on lui pose des questions, et après, on note ses réponses, en fait. Et en fonction de ces notes, l'algorithme, après, c'est ce qu'on appelle le machine learning, se reprogramme, en fait. Et c'est un truc qui a été fait en interne, c'est quelque chose qu'il faut un peu très chiant à faire. Euh, et là, justement, eh ben, ça propose à tout Internet de le faire, en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et bon, alors, j'espère qu'on verra comment ça fonctionne, parce que c'est, enfin, je veux dire, les gars, c'est juste un petit projet et tout, faut pas s'emballer. Mais la proposition, elle est très très belle, en tout cas. Ok, bon, là il est complètement à côté de la plaque. Ouais. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'une carpe, écrit un post de réseaux sociaux sur les carpes. Il m'a dit j'ai compris, vous pensez que j'étais. Bon, Faut bah, dire vous pensiez, non? Vous écris, pensez que je suis essaie une. en anglais. Parce que déjà, tu vois, genre par exemple, dans le Stable LLM, un autre LLM qui est sorti, le français était désastreux. Au moment où j'ai même écrit en français, il m'a répondu en chinois. Je déconne pas avec des caractères chinois. Euh, alors que si tu écris en anglais, il y a moyen qu'il capte mieux, parce qu'effectivement, la majorité du dataset est en anglais, hein, que voulez-vous. Je crois que c'est carpe comme ça en anglais, hein. Bon, on va voir hein, s'il me parle de poisson. Voilà. C'est un poisson d'eau douce. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux, hein. Bah, pour choper des infos, c'est plus digeste que certains trucs sur internet, quoi. Mais c'est pas non plus. Mm. Ah, mais déjà par rapport à ton prompt, ton français, y a pas photo, hein. D'ailleurs, petite astuce à la con, si vous voulez faire des prompts sympas avec GPT, écrivez-le en anglais. Il est bien meilleur en anglais. Il est très très bon en français aussi, hein, c'est sûr, parce qu'il a été entraîné sur des gros volumes de données, mais écrivez-le en anglais et à la fin, dites-lui réponds-moi uniquement en français. C'est l'astuce, c'est tonton Clem, voilà. Ah, bon appétit. Ok, bon, bah, il me dit bon appétit à la fin. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Peut-être parce que aux États- carpe, c'est français. je sais Ah pas. non. Non, il Non, sait mais que c'est. Ouais, non, non, bon. mais c'est peut-être parce que dans les réseaux sociaux, souvent tu mets des trucs comme ça, je ne sais pas. Et demande-lui juste write a post, genre about what is a carp. Write a post to explain what's a carp. Attends, on va mettre dans le style of done. Dans le Harry Style. Ouais, je sais. Je suis fort en jeu de mots, Harry. Ah ouais, c'est. Oh pas terrible, hein. Ah bah C'est non. of done on Bah écoute, faut meubler, t'es en train de décrire, tu vois, donc bon, voilà. what is. T'as qu'à programmer une IA. Ça se trouve, je pourrais lui fournir un dataset assez élevé de jeux de mots, hein, donc. Je connais pas du Ok, tout, c'est qui ouais. Dan Kennedy. Dan Kennedy, c'est un copywriter, ouais, on voit, Ok. il faisait un peu des techniques de copywriting. En vrai, c'est déjà. C'est pas si mauvais que ça, hein. Ah oui, on n'est pas du niveau ChatGPT, mais Alors, par dites-vous qu'en contre, fait, ces vas-y, vas-y. modèles-là, c'est important parce qu'en fait, il faut surtout pas qu'il y ait de suprématie. Enfin, le problème, c'est que si une suprématie a un monopole, en fait, ça va foutre la merde et c'est là où on va devenir, entre guillemets, esclave de l'IA, alors que si ce truc-là est beaucoup plus à portée, en fait, on devrait vraiment se faire écraser par la chose, quoi. Ouais, bon, bah j'ai complètement freeze, je sais pas pourquoi. Ouais, hop, je vais changer un petit peu la caméra. Ok, c'est bon. Ouais, après, j'en ai parlé dans le podcast avec Gaëtan de la chaîne The Flair. Il m'a appris un concept, ça s'appelle le Pivotal Act. C'est Mhm. en fait l'entreprise qui a développé l'AGI qui met en œuvre l'AGI pour que plus personne n'arrive à développer l'AGI. C'est quoi le GI? L'AGI, General Artificial Intelligence. Ah, pardon, AGI, ok, oui, oui, AGI, ouais, c'est je mon croyais que accent. c'était genre, tu sais, la Oui, de la contraction de Bourgogne. Ledge, Legal, tu vois, Legal EI, c'est pour ça que je Ah, ok, captais pas. ok.
Bah, de toute façon, ouais, bah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est un problème très classique, hein. Da Vinci, déjà à l'époque, quand il créait ses inventions, il faisait en sorte qu'il y ait une ou deux pièces un peu défectueuses, entre guillemets, tu vois, dans ses plans pour faire en sorte que tu puisses pas reproduire le truc, quoi. C'est le brevet, hein, tout simplement. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est compliqué. Puis bon, on a bien vu historiquement avec la Rockefeller Company, dans le cas du pétrole, ce que ça donne en fait quand on a des monopoles. C'est pas forcément une très bonne idée, quoi. Ah ouais? Pourquoi? Enfin, je sais pas, j'ai pas l'histoire. En gros, la Rockefeller Company, bah, par exemple, tu vois, BP, Shell et plein de compagnies pétrolières, en fait, à l'époque, c'était une seule et même compagnie, la Rockefeller Company, qui en fait a commencé, avait une politique, il me semble, très agressive sur les prix, en fait, et infligeait des conditions de travail assez mauvaises. En fait, l'entreprise avait commencé à avoir beaucoup trop de pouvoir, tu vois, en particulier beaucoup trop de pouvoir au niveau de l'État. Et c'est un des premiers gros antitrust de l'histoire, quoi, parce que, en gros, c'était une compagnie pétrolière qui détenait 80-90% des gisements de pétrole aux États-Unis. Ok. Au début du pétrole, alors je ne connais pas très bien les bornes chronologiques, il me semble que c'est l'année 1900, mais je ne veux pas dire de la merde. Mais bref, entre 1800 et 1900. Euh, mais du coup, et en fait, ça a été assez problématique parce que vraiment le mec était tellement en monopole, il pratiquait les tarifs qu'il voulait. En fait, il n'y avait plus de compétition dans le marché, en fait, tellement le mec était tout seul, quoi. Mm. Euh, Rockefeller, et du coup, c'est pourquoi les États-Unis ont décidé de split en fait toute leur compagnie pétrolière pour qu'il y ait de la concurrence, parce que sinon, bah voilà, Rockefeller en fait, il mettait les tarifs qu'il voulait, vu qu'il détenait quasi toutes les raffineries du pays. Au niveau du pétrole, bah, il peut te le vendre à n'importe quel prix en fait. Il n'y a pas du coup ce rééquilibre soi-disant naturel, la fameuse main invisible du marché d'Adam Smith en fait, qui est dans qui est dans les théories économiques, qui fait qu'en fait, bah, voilà, il y a un équilibre qui se fait en fait entre les différents acteurs par la compétitivité au niveau des prix. Mais du coup, est-ce que c'est pas la preuve que la main invisible du marché, elle existe? Bah non, parce qu'il y a dû y avoir une régulation de l'État justement, sinon il n'y a pas de main invisible en fait. C'est l'État qui a dû démanteler la Rockefeller Company pour la créer en mode BP, Shell et tout, etc. Tu vois. Et voilà, parce que sinon, il n'y a pas de main invisible, tu vois. Donc Ah déjà, si, tu mais vois pour que, recréer un marché, du coup. bah oui, pour recréer un La, marché. la main invisible existe s'il y a un marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de main invisible. Oui, mais tu vois, l'idée de la main invisible, c'est cette idée qu'en fait, tu arrives à un équilibre sur un marché. Alors que tu vois, à la base, au début, le pétrole, il y avait un marché. Juste le mec a écrasé tous ses concurrents un à un, en fait. Tu vois. Euh, donc déjà, tu peux te poser la question, puis surtout, le problème de la main invisible, c'est aussi lié à cette théorie de l'offre et de la demande, qui est qu'en fait, au bout d'un moment, il y a toujours un mismatch entre l'offre et la demande. Or, tu as un théorème en économie, je sais plus comment il s'appelle, je peux retrouver le nom parce que je l'ai noté la dernière fois. J'ai foutu dans mon obsidian. Bref, le problème, c'est qu'en fait, dans ce genre de truc, si tu regardes mathématiquement la chose, en fait, il n'y a pas un équilibre. Il y a une multitude d'équilibres, en fait, et c'est pas forcément des équilibres stable. Voilà, c'est le théorème euh, tac, 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 de Sonnenschein. Aussi appelé le théorème de Sonnenschein-Mantel-Debreu. En gros, non mais c'est important de citer les sources parce que ça permet de démystifier un peu le bullshit. Mais en gros, c'est tout simplement, ce théorème nous dit que, euh, en fait, la loi de l'offre et la demande, en fait, c'est pas du tout il y a aucune loi mathématique vraie derrière qui nous dit qu'on aboutit à un équilibre stable. Ça peut aller d'équilibre en équilibre parce que t'as pas un seul équilibre, tu peux en avoir plein. Rien que le corps humain, tu peux être en équilibre sur un pied, sur deux pieds, ou sur l'autre pied, tu vois. Pied gauche, pied droit, les deux pieds, tu vois. Donc, t'as plusieurs, non, mais t'as plusieurs formes d'équilibre, tu vois. Et qui te dit qu'en fait, tu peux juste sans arrêt alterner, tu vois, entre pied gauche et pied droit sans arrêt, tu vois. Et c'est ce que tu fais quand tu marches, toi, typiquement. Pourquoi l'économie, elle ferait pas pareil, tu vois. Et qui nous dit que l'économie, elle aurait pas des multitudes de pieds, tu vois. Euh, et qui nous dit que, genre, au bout d'un moment, elle préférait se servir que d'un seul pied, tu vois, qui est pas forcément l'équilibre le plus favorable pour le consommateur, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu critiquable, cette idée de la main, de la fameuse main invisible qui permet de réguler comme ça, genre par magie, hop, on met les choses à l'équilibre, regardez, l'offre et la loi de la demande, regardez, hop, comme par magie, ça s'aligne, vous avez vu? Bon, en plus, vous inquiétez pas, c'est mathématique, c'est de l'économie. Non, pas du tout en fait. C'est intéressant, les pieds de l'économie. Ouais, franchement, j'espère que tu as aimé l'analogie parce que je la réutiliserai parce que c'est pas mal. Je t'avoue, j'ai pas trop cerné le truc des pieds de l'économie, je vais être honnête, mais je pense avoir une idée de l'idée. Bah, en gros, toi, dans ton corps humain, tu vois, Oui, non, mais ça va, ouais, t'as plusieurs manières de te mettre en équilibre. Tu peux être en équilibre sur le pied gauche, sur le pied droit ou sur les deux pieds, tu vois. sur les deux pieds. Sur les orteils?
sur les Je peux orteils. choisir les orteils. Exactement. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pareil pour l'économie, en fait. L'économie, tu vois, typiquement sur l'offre et la loi et de la demande, par exemple, tu vois, genre, on pourrait, euh, je sais pas, prenons un produit, tu vois, genre, typiquement, le prix du pétrole, il peut rester aux alentours de 20 dollars, tu vois, je dis n'importe quoi, de 20 dollars le baril. Et après, d'un coup, en fait, le système économique peut changer, et d'un coup, il passe à 40 dollars le baril, et il va rester 10 ans à ce prix-là, tu vois. Puis après, on va repasser à 15 ans au prix de 20 dollars le baril, et ensuite, après, peut-être que ça va faire que changer, osciller, comme ça, tu vois, non-stop, en fait, parce que d'un coup, il n'y a plus d'équilibre du tout, quoi. Mais C'est cette idée-là. en quoi ça infirme la théorie de la main invisible? Bah, la main invisible te dit que tu reviens forcément à l'équilibre, un seul équilibre, quoi. Ce qui n'est pas le cas là, en Ah, fait, c'est qu'il peut y avoir des multiples équilibres et voire pas d'équilibre du tout, parce qu'en fait, tu fais que alterner et aussi. ouais, C'est mais ça le théorème de après, Sosnheim. est-ce Sosnheim. que, est-ce que, est-ce que c'est pas l'idée que en fait, tu as toujours une régression vers la normale, mais que en fait, selon le Mais il n'y a pas contexte. de normal. Mathématiquement, il n'y a pas de normal, en fait. Non, mais regarde, le truc, c'est que l'équilibre, en fait, il est trouvé par rapport au contexte, tu vois. Mais le contexte, vu qu'il est mouvant, l'équilibre change tout le temps. Bah, le truc, c'est que ça, c'est ta théorie, tu vois. Mais en fait, la théorie économique de la loi et la demande, on l'a justifiée de façon mathématique, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout vrai mathématiquement, tu vois. Mathématiquement, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu peux avoir un contexte fiable, c'est pas parce que le contexte il est fiable, il est pas mouvant, que tu as forcément un équilibre qui arrive dans le système, en fait. Ok. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion, parce que du coup, il faut que je réfléchisse là-dessus à tête reposée. Ouais, Sinon, prochain podcast, tu vas arriver avec ses arguments et je vais t'empaler. J'étais en mode, oh, putain, alors, c'est bien, j'ai t'as pris dit sur ça. mes fiches, là, selon l'article de tel machin. Ouais, ok. Bon, je sais pas, moi, enfin, la théorie de l'offre et de la demande, je sais pas, je trouve qu'elle fait sens. T'as une Bah, elle offre, fait t'as sens une demande. intuitivement, tu vois. Enfin, genre, c'est vrai que, empiriquement, tu vois des équilibres qui se forment. Sauf qu'en fait, tu pourras avoir 40 millions de formes d'équilibre en fonction même sur un même contexte, tu vois. Euh, En tout cas, c'est mathématiquement. Tu vois, après, les mathématiques et la réalité, c'est pas exactement ça. Mais en fait, le vrai truc, c'est qu'il faut comprendre que cette théorie de l'offre et de la demande, c'est quelque chose qui est intuitif, beaucoup plus qu'un vrai fondement en fait mathématique. Parce que ce théorème-là nous montre que non. Et c'est pas un théorème sorti au hasard, c'est un truc très connu en économie. Je vous sors pas ça en mode oh, regardez mon théorème. Ok. Bah, faudrait que je comprenne le théorème déjà. Donc, Si tu veux, je t'envoie ma fiche Obsidian, mais bon, j'espère que vas-y. t'es chaud. La fonction de demande nette du modèle de Canef, Haro et Gérard Debreu. Bon, Quelle est donc cette je te cache pas que j'ai pas tout sorcellerie? compris non plus, hein. Je fais genre, mais j'ai des notions. Ouais, parce que là, si on regarde la rhétorique de ce que tu expliques, c'est que tu dis, il y a un théorème, donc c'est vrai, mais on ne sait pas en fait. Parce que ça se trouve, en fait, il y a un autre théorème qui va prouver que la loi du marché, elle est vraie. Enfin, que le. Non, 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 bah non, ça va pas. C'est que mathématiquement, là, il y a un problème. Tu peux pas avoir un théorème qui prouve A et l'autre qui prouve non A, c'est pas possible. Non, ce que ce théorème te dit, c'est. Après, c'est de Après, si tu l'économie. veux, on rentre dans Une dans les science détails dure. mathématiques. C'est que moi, je comprends certains des détails mathématiques. Tu vois, c'est que la fonction de demande nette qui est la différence entre l'offre et la demande, tu vois, donc Ouais, l'équilibre, en ouais. gros. euh, Ce que te dit ce truc, c'est que l'équilibre, en fait, il y a pas d'unicité au niveau de l'équilibre. L'équilibre peut avoir une forme quelconque, c'est-à-dire qu'il peut en avoir plein, comme il peut y avoir oscillation. C'est ça le théorème mathématique. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Parce que du coup, il y a toujours une Ça offre et implique une qu'il n'y demande. a pas nécessairement d'équilibre à l'offre et à la loi de la demande. Que l'offre et la loi de la demande, mathématiquement, n'impliquent pas forcément un équilibre. Dans certains cas, il va y en avoir, dans d'autres, ça peut osciller à l'infini. Dans d'autres, il y a plusieurs équilibres possibles. Voilà, il y a juste, en fait, il y a pas mathématiquement, on a montré qu'il n'y a pas de forme, qu'il n'y a pas nécessairement un équilibre. Non mais, ok, oui, non mais en fait, oui, non mais oui, non mais c'est logique. C'est logique que tu as un écart entre l'offre et la demande et que du coup le prix peut varier par rapport au niveau de l'offre et de la demande. Mais ça, en fait, c'est dû au fait que le calcul du prix et de la demande, il n'est pas fait en fait dans l'instantané en prenant l'ensemble du contexte du monde qui va définir le prix. Toi, c'est fait entre, par exemple, entre deux personnes, ça va définir un prix. Tu vois, par rapport à une prestation qui, ça se trouve, n'existait pas. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de prix. Et du coup, le prix n'a pas été mis au marché, n'a pas été soumis
à la loi du marché, à l'offre de la demande. Et du coup, tu as une variation de prix qui peut être énorme, tu vois, selon plein de paramètres. Oui, mais justement, on en vient à la même chose, c'est qu'en fait, le prix varie tout le temps. Bah ouais, mais la loi du marché, ça dit pas que le prix va être stable, en fait. Bah si, justement, la loi de l'offre et la demande, ça te dit qu'en fait, à terme, les prix tendent à se stabiliser parce que l'offre et la demande se compensent. Mais L'offre et la demande créent une forme d'équilibre. C'est ça la loi de l'offre et de la demande dans mais l'économie. ok, mais elle est stable à un moment X. C'est-à-dire que l'offre et la demande, c'est si tu as une offre A et une Bah demande X. ça t'es déjà dans le turfu, mais normalement, c'est pas ça. Normalement, elle est censée être stable tout le temps. À peu près le même truc. Ou au pire, elle se restabilise si tu changes de contexte économique, mais t'es tout le temps censé avoir des points de stabilité, tu vois. Ah bon? Ok, bon, bah, j'aurais appris un truc. Ok, normalement, ok, il doit toujours y avoir un point de stabilité. Ce qui est problématique, alors que enfin, genre, toi et moi, enfin, peut-être parce que Non, mais factuellement, c'est faux. Enfin, bah oui, ouais, oui, non, c'est faux. Mais empiriquement, c'est c'est ça le faux. problème de l'économie, c'est que l'économie, on te fait croire que genre, c'est une science qui est fascinante, c'est qu'en fait, c'est une science qui se justifie sur des mathématiques, alors qu'en fait, enfin, juste parfois tu rigoles, quoi. Tu lis les stats, des trucs, des papiers de microéconomie, c'est pareil pour la psychologie, hein, les théories de Peterson, tu peux les démonter en 2-2 quand tu fais un peu de stats, en fait, hein, genre, tu rigoles quand tu regardes les coefficients de corrélation, quoi. Mais bon, gardons ça pour un autre épisode, Est-ce parce que qu'on je fera dois des visiter. podcasts debunk? Enfin, abonnez-vous à 100 000 abonnés, on démonte en live les théories de Peterson. Ça peut être rigolo. Ouais, ça serait marrant. Tu sais, on fait du React et puis on blablate dessus, c'est pour être drôle. Du React au React. Allez. Bon, bah, sur ces belles paroles, passez une bonne journée et à la semaine prochaine. Allez, bye bye, à plus. Et ciao.